Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode de l'école des fanboys, 10e épisode, deuxième partie en fait, puisque vous avez déjà fait une première partie fin décembre où on avait fait le bilan de la partie Android. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le bilan de la partie Apple, mais avant toute chose, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2016, que l'on est ravi de démarrer avec un acteur majeur de l'univers Apple en France, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'Olivier Frigara. Bonjour Olivier, comment tu vas? Écoute, ça va bien, Titi. Plutôt moins en ce moment, mais on essaiera d'être un peu plus tout au long de l'année. Voilà, on se remet doucement des fêtes. Bonne Voilà. année à tous, en tout cas. Bébé va bien aussi? Merci. Oui, il va bien, merci. Et merci pour ton invitation. C'est Bah, sympa. écoute, c'est nous qui te remercions, on est très très content de t'accueillir. Moi, à titre personnel, je suis quelqu'un qui regarde Refait le Mac depuis le tout premier épisode. Et je même été le tout premier membre du groupe Refait le Mac sur Facebook, donc t'imagines l'honneur que c'est pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Et je pense que mes petits camarades que je vais te présenter tout de suite après ne diront pas autre chose. Donc merci, on est très très flattés de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et donc, je vais te présenter le reste de la team. On va commencer par celui qui est lui aussi un jeune papa depuis peu. C'est notre ami Mathieu Dos Santos, défenseur de l'univers Android. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut, salut, ça va tout le monde? Ça va très Oui, bien, ça va. les Mathieu. Bah oui, bah écoute, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Je sais pas pourquoi je suis ici. Bon, en tout cas, j'ai sorti mon costume qui va bien pour l'occasion. J'ai sorti mon iPad mini amélioré. J'ai sorti la Bible, voilà, au cas où je suis largué. C'est ça la Bible. Non, ouais, c'est exactement. Merci, C'est Sébastien. c'est vrai, c'est vrai. C'est l'Ancien Testament et là j'ai le Nouveau avec moi. Et puis j'ai ça au cas où je suis trop largué par l'émission. D'accord, Voilà. bon, bah, je vois que notre ami Mathieu est d'ores et déjà en pleine forme. Attends, Oui. t'es dit juste, j'ai des produits à tester aussi au cas où je me fais Ah chier. oui, oui, ça me rappelle quelque chose. Ça, c'est... Voilà. Ouais, C'est les ça. produits pour Android, ça, c'est ça? Ouais, produits. Android pour les jeunes. Ouais. Voilà, c'est Android Gratis pour le large, défi apparemment. de Mathieu que j'ai eu la chance en fait de voir pour le jour de l'an. J'ai démarré l'année avec le bébé de Mathieu, donc ça c'est, je pouvais pas mieux démarrer l'année. Avec nous également aujourd'hui celui qui est en charge du montage de cette émission, qui est également défenseur de Microsoft et des univers perdus. C'est bien entendu notre ami Julien Debris. Salut Julien, bonne année. Bonjour, bonne année à tous et un grand merci à notre invité car c'est cet homme qui m'a donné ardemment envie de faire du podcast. Ouais. Et voilà, mais moi non mais c'est vrai et bon, je ne suis pas l'émission depuis la première, mais depuis 3 ans et maintenant je la suis tout le temps, donc j'attends On refait le Windows, impatiemment. Non, on refait surface, en l'occurrence. Mais, Oui. voilà. Non, mais Oui, c'est une bien. certaine année avec cette émission-là. Voilà. Mais on peut être fan de Windows si on refait le Mac, ça fait plaisir. Bon, il Exactement. reste plus qu'à te prendre un abonnement à Ecriette et c'est tout bon. Hein. Mais je l'ai. Bah, écoute, c'est parfait. Alors. C'est déjà fait. Celui qui est également un abonnement à iCreate et qu'on a déjà entendu tout à l'heure, Ouais. qui nous vient de Suisse, c'est notre ami Sébastien Perrier, également Mister Perrier sur YouTube. Salut Seb, comment tu vas? Bonne année? Bonne année à tous. Très heureux d'avoir Olivier avec nous. C'est lui aussi qui m'a donné un peu envie de me lancer sur YouTube avec. Oh là là, il va avoir les chevilles qui gonflent Ouais, aujourd'hui. c'est arrêté. Surtout, j'ai l'impression on va vous écouter. Et bon, Mais ce qui m'avait fait plaisir il y a 2 ans quand je me suis lancé, c'est que j'avais demandé comme ami sur Facebook et je lui avais posé 2, 3 petites questions, mais ça remonte à 2 ans. Et il m'avait répondu, j'avais dit purée, il me répond, je suis rien, donc merci. ouais, Je confirme ah, que Olivier est quelqu'un avec qui il est très facile de communiquer. J'avais eu l'occasion de te rencontrer lors d'une Fanny's Party et j'avais beaucoup apprécié la petite conversation que j'ai eue avec toi. ouais, j'ai mon téléphone, hein, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, hein, les gars. Pas de souci. C'est pour d'ailleurs la raison pour laquelle on se tutoie parce qu'en fait on va pas vous la faire à l'envers. On se connaît déjà un petit peu. Et donc aujourd'hui, Comment il se la pète? Bah on, oui. se connaît on se connaît un petit peu, on mange ensemble. voilà, quand je disais je t'englobais dedans et tout le reste de la team, enfin, vous fréquentez aussi les Fanny's Party, donc vous pouvez t'amener à croiser aussi Olivier. Je vais semble-t-il. inviter Fanny, hein. Je pense que vous aurez beaucoup plus d'audimat qu'avec moi. Si vous Ah, invitez. on verra bien. Hein. Écoute, c'est un peu, tu sais, d'une certaine manière, c'est un peu elle le sait pas encore vraiment, mais c'est un peu la marraine de notre émission parce que le concept de l'école des fanboys est né lors d'une Fanny's Party. Donc voilà. Voilà, tout Bon. va bien. Ok, très bien. On est voilà pour ça, on est là pour faire le bilan de l'année Apple, une année 2015 plutôt riche puisque Apple s'est lancé sur plusieurs nouveaux marchés, a lancé un nouveau service. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une année d'ailleurs aussi active
du côté de chez Apple, me semble-t-il, et celle-ci a démarré chronologiquement parlant par le lancement de l'Apple Watch, une Apple Watch qui avait déjà été présentée dans une première keynote quelques mois avant. C'est rare qu'un produit Apple fasse l'objet finalement de 2 keynotes. Oui, c'est rare, c'est même assez incompréhensible. C'est jamais très bon signe, surtout. Ça montre que le message a du mal à passer. Voilà, donc c'est vrai qu'on était déjà un petit peu surpris avant même le lancement de l'Apple Watch de voir qu'Apple remettait le couvert, parce qu'il était déjà un présage de difficultés d'Apple pour faire passer son message. Oui. Ouais, et donc là, après quelques mois d'utilisation et de recul, tu en penses quoi, toi, de l'Apple Watch? Qu'est-ce que j'en pense? Enfin, on a fait une émission, on a fait 6 mois avec l'Apple Watch, 5 mois avec l'Apple Watch. Le bilan est assez mitigé. C'est pas un produit qui est indispensable au quotidien, comme a pu s'imposer très rapidement un Mac, un iPad ou un iPhone. Donc ça reste un périphérique de l'iPhone essentiellement. Et étant donné que c'est un périphérique qui n'est pas autonome, on est assez frustré par ses limitations. Aujourd'hui, on peut pas. Il lui manque un GPS, il lui manque une connexion directe pour pouvoir véritablement autonome. Donc c'est une première génération. Moi, ce qui m'a vraiment un petit peu chagriné au début, c'était les ralentissements assez chroniques qu'il y avait lorsqu'on lançait une application, puisqu'il n'y avait pas d'application native. La version du système d'exploitation nécessitait de faire tourner l'application sur le téléphone, ce qui est assez alambiqué comme système. Donc effectivement, tout fonctionne à distance, tout est calculé sur le téléphone et après s'affiche sur la montre. Bon, ça s'est un peu amélioré avec la mise à jour qui est arrivée au mois de septembre, mais c'est pas encore parfait, il y a encore des ralentissements chroniques. On sent qu'il y a un potentiel qui est réel, l'objet est plutôt réussi, le design est très chouette, l'ergonomie est au rendez-vous, même s'il est perfectible, même si elle est perfectible. Mais on sent qu'on est un petit peu. J'ai vraiment l'impression d'être en face du premier iPhone, en fait. Ouais, c'est ça. Sans avoir ce qui faisait la force de l'iPhone, cette fonction qui tue. Alors, la fonction qui tue sur l'iPhone, c'était le multitouch. Là, on la cherche encore un petit peu. C'est vrai que là, c'est un petit peu moi ce que je reproche à l'Apple Watch, effectivement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de killer app. Moi, l'Apple Watch, j'aurais trouvé ça parfait si. Alors, il paraît que ça va peut-être venir avec la prochaine génération, mais si elle avait intégré un peu plus de capteurs au niveau de la santé. Parce qu'on sait qu'il y a des choses formidables qui se préparent au niveau des objets connectés dans le domaine de la santé, et donc pourquoi pas avoir, on espère, un jour une montre qui puisse vous prévenir d'un risque cardiaque, d'AVC. Mais bon, ça, le problème, c'est que dès qu'on touche à la santé, on n'a évidemment pas le droit à l'erreur, donc je pense que c'est pour ça qu'Apple, pour l'instant, ne l'a pas fait. Et l'autre petit reproche, moi, que je ferais à cette Apple Watch, alors là, c'est très personnel, mais moi, je suis pas fan du design, tout simplement. Alors encore dans le modèle classique avec le bracelet à bague milanaise, mais là, on tape quand même dans les 1000 euros. Effectivement, là, ça commence à être un peu plus sympa, mais personnellement, le modèle sport, enfin, avec ces bracelets en plastique, je trouve ça vraiment pas. Oh, t'es dur. Franchement, t'es dur. Et regarde, ils ont beaucoup fait sur le design, ils ont beaucoup cherché. Regarde, je te propose un comparatif pour te montrer à quel point ils ont cherché. Regarde-moi ça. Tu vois? Regarde comment c'est du boulot, tout ça, d'aller chercher. Quand à gauche, il y a quoi? C'est un iPod Nano, c'est ça à gauche? C'est un iPod Nano. Tu sais ce que t'avais à une époque? Ouais. Ah, c'est bon. Non, enfin, il y a pas 50 manières de réinventer une montre. Une montre, c'est une montre. L'argument d'Apple, c'est de dire qu'il faut un format carré pour l'écran. C'est ça qui avait fait débat. Enfin, il était plutôt un écran rond comme la Motorola du côté d'Android. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs? En matière de capacité d'affichage, je pense que d'avoir un écran carré, c'est mieux. On a simplement plus de visibilité, plus d'espace de travail, même si je trouve que l'écran est quand même encore trop petit. Une version king size de la montre, comme il existe aujourd'hui des montres king size dans l'horlogerie un peu de luxe, on voit des montres de plus en plus grosses. Pourquoi pas une version plus de l'Apple Watch? Moi, je dirais volontiers oui. Il y a des choses à faire parce que la molette, c'est une bonne idée pour zoomer, avancer comme ça relativement facilement dans l'Apple Watch, mais c'est encore une fois perfectible. Et c'est vrai que on a vu entre la première et l'ancienne version des boutons qui ont été du système d'exploitation qui ont été grossis parce qu'en fonction de la tête de vos doigts, c'est pas forcément ergonomique. Donc, on sent vraiment qu'il y a un potentiel encore une fois, mais qu'on sert véritablement de bêta-testeur. Il n'y a pas d'autre nom.
Sauf Alors que, donc, je lui sauf parlais, que, il faut mettre la main à la poche. je parlais tout de suite de l'horlogerie de luxe. L'horlogerie de luxe, bien entendu, quand on parle de ça, on pense à la Suisse, et donc on va demander quand même à Sébastien, qui est notre spécialiste Apple C'est dans fini cette la Suisse, monsieur, c'est fini. Juste Change de métier. réponds-moi pour le débat sur l'écran rond et carré, parce que en Ouais. fait, comme j'ai eu deux montres sous Android Wear et j'ai eu la première LG G Watch qui était vraiment un carré, et je suis passé sur la Motorola 360. Juste pour finir, je j'ai pas l'impression d'avoir perdu en affichage pour ma part. Voilà, Mm. c'est pas D'accord. quelque chose qui m'a gêné. Moi. Ok. Ouais, mais tu tournes en rond un peu quand même. Ah, c'était joli ça. Donc Sébastien, Faut réagir. je Non. voudrais quand même bien avoir ton avis, Sébastien, parce que toi, Écoute. tu as réussi, malgré qu'elle n'était pas commercialisée en Suisse au départ, bon, tu as utilisé le même procédé que d'habitude, et donc tu as quand même réussi à l'avoir le jour de sa sortie, ou presque. Et quel est ton sentiment après plusieurs mois d'utilisation, sachant que toi, tu es un warrior qui l'utilise même dans sa piscine, hein, donc. Mais écoute, moi pour une V1, franchement, j'ai été surpris par la qualité et par l'interface qui a été produite. Pour moi, c'est une version, si on veut, bêta, mais quand même une bêta vraiment avancée. Ça m'a pas déçu de ce point de vue-là. Parce que, par exemple, l'iPhone, les mises à jour ont mis plus de temps à arriver. Là, on a eu quand même de la personnalisation qui est arrivée assez rapidement. Je trouvais qu'ils ont quand même bougé, et je pense qu'avec la V2, ben, Ouais, mais si les ventes vont avec, parce que est-ce que ça va continuer à les intéresser, à continuer à les mettre à jour? Après, mais donc Olivier, tu voulais dire? Non, mais j'ai pas souvenir qu'Apple ait sorti un produit comme ça. Enfin, je vais pas faire les anciens combattants, mais certes, la première version de l'iPhone n'était pas la plus aboutie, mais mais l'essentiel était là. On n'avait pas la possibilité d'installer des applications, mais les fonctions de base et ce qu'il faisait, la valeur ajoutée de l'iPhone était déjà là. C'était écran multipoint, cette simplicité d'utilisation, l'accéléromètre, enfin tout ce qui n'existait pas sur les autres téléphones. C'était pas le meilleur téléphone en lui-même hein, à l'époque. D'ailleurs, tout le monde rigolait, Nokia, Motorola et j'en passe. Et ils ont tous quasiment disparu aujourd'hui. Hein. Ils rigolent beaucoup moins. Voilà. Moi, je pense sincèrement que c'est la première fois qu'Apple ne sort pas depuis très longtemps, en tout cas, qu'Apple ne sort pas un produit complètement aussi abouti qu'il en avait l'habitude. Je sais pas si c'est du storytelling ou si c'est véritablement la vérité, mais il est coutume de dire que Apple sort un produit lorsqu'il est prêt. Et lorsqu'ils ont annoncé l'Apple Watch au mois de septembre 2000, je ne vais pas dire de bêtises, 2014, donc ça remonte, hein, il n'était pas prêt. Contrairement à l'iPhone qui était prêt, mais qui est arrivé quelques mois plus tard. Mais voilà, et j'aime bien penser que si Steve était encore de ce monde, il aurait attendu un peu plus avant de sortir le produit. Je suis assez d'accord. Et on sentait bien qu'à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte. Tim Cook avait une grosse pression quand même de son board et du marché parce qu'il n'y avait pas eu véritablement de nouveaux produits depuis de l'ère Tim Cook, hein, depuis la mort de Steve Jobs. Il n'y avait pas eu de lancement de produits majeurs autres que des mises à jour. Donc il y avait une forte pression de cela. En plus, les ventes de l'iPhone n'étaient pas forcément si roses puisque il y avait une forte concurrence, vous le savez, à cause des grands écrans dans le monde Android. Donc ils avaient la pression, donc ils ont fait une annonce. En même temps, ils ont annoncé l'iPhone 6 qui a été un carton monumental, mais je suis persuadé que si ils avaient lancé plutôt l'iPhone 6, avec beaucoup de si, mais et que le carton avait calmé pas mal les marchés, comme ça a été le cas, puisque les ventes ont été mirifiques d'Apple. Hein, c'est incroyable d'ailleurs, c'est parce que ce qu'il faut retirer de l'année, c'est surtout ça. Hein, ça c'est même pas de l'iPhone. Hein, il n'a fallu qu'un grand écran finalement pour réclamer Samsung, hein, monsieur Android. Mais en fait, c'est vrai. Et ça fait des années qu'on le disait. Ils ont enfin écouté leurs utilisateurs et arrêté de dire des conneries en disant mais non, un écran plus petit c'est mieux. Bah non. Ils ont aussi levé un levier de croissance en s'ouvrant à la Chine aussi. Oui, mais pour attaquer la Chine, si tu n'as pas de grand écran, c'est même pas la peine, quoi. Mais là, on s'égare parce qu'on est en train de parler de l'iPhone et c'est un sujet qu'on va aborder plus tard. Simplement pour rester sur l'Apple Watch. Avant de partir sur les ventes, je vois que Julien lève la main. Qu'est-ce que tu voulais dire précisément, Julien? Non, moi juste sur l'Apple Watch. De toute façon, je reste dubitatif en soi sur les objets connectés et je pense que dans la tête des gens, le problème des ondes n'a pas été réglé. Quoi qu'il arrive, on sait que la montre discute avec le téléphone. Même si elle était indépendante, il y aurait des ondes. Je ne sais pas si les gens ont envie d'avoir sur le corps un appareil qui émet des ondes. Alors en tout cas... Qu'est-ce que t'as à ton poignet, toi?
T'arrives, voilà. Alors Ah, calme-toi. je crois que c'est un Alors, faux débat. En tout cas, voilà, ils sont quand même plusieurs millions à avoir choisi l'Apple Ouais. Watch. Selon plusieurs analystes de Wall Street, il y en aurait même 5 millions et demi qui auraient été vendus depuis fin octobre. Et si on regarde au niveau des activations, a priori, pour ce qui est des fêtes de Noël, les ventes de l'Apple Watch auraient dépassé celles du Fitbit. Donc, dans le classement des wearables, qui est ce classement, on trouve à la fois les montres et les bracelets connectés. Jusqu'à présent, le Fitbit était en tête, l'Apple Watch était arrivé numéro 2 directement, et pas le en même troisième, prix, c'est un bracelet de Xiaomi, mais qui coûte 20 balles, donc c'est pas vraiment comparable. hein. Et donc, a priori, là, depuis les fêtes de Noël, cette fois, c'est l'Apple Watch qui serait en tête de ce classement. Tout ça pour dire que, a priori, on arriverait au bout d'un an de vente à un chiffre qui pourrait approcher les 16 millions, qui était celui qui était annoncé au départ par les analystes. Et s'il y arrive, de fait, c'est le meilleur lancement produit pour Apple, puisque faut se souvenir que les ventes de la première génération d'iPhone ou d'iPad, on était très très loin de ces chiffres-là. Et puis surtout, je rappellerai juste un chiffre, c'est qu'en 2014, il s'était vendu 750 000 montres sous Android Wear. Donc, On se calme, on se calme. non, mais Oh. on est quand même pas du tout dans le même. Mais oui, non, mais de toute façon, Olivier. de toute façon, c'est pas comparable dans le sens où déjà tu as une forte communauté Apple où je peux te dire que si Apple sort un cerf-volant avec un logo à la pomme, eh ben c'est pas sûr qu'il fasse pas Non, c'est encore une coque un avec meilleur une grosse score. batterie au dos. Voilà, Voilà. c'est pas sûr qu'il fasse pas encore un meilleur score que l'Apple Watch. Voilà, pour moi, le vrai verdict de l'Apple Watch, ce sera sûrement la V2. Et à mon avis, ils ont intérêt d'en montrer un peu plus sur la V2 parce que honnêtement, je me souviens, moi j'ai toujours, je vais le rappeler, ce gif en tête de The Verge qui montre l'Apple Watch au bout de 6 mois et qui la met dans un placard et qui range. Donc, voilà, il faut voir aussi ça aussi. Ouais, Sur la- mais ça, c'est valable, Mathieu, c'est valable pour tous les produits connectés. Alors, Ouais, ici, c'est pas on a testé des dizaines. Le problème des objets connectés que tu portes, c'est qu'à partir du moment où tu dois les recharger, à un moment donné, tu oublies de la recharger et voilà, et tu l'as fini dans un tiroir. Vu le prix, enfin, The Verge, comme ici à Ecriette ou d'autres médiathèques qui ont la chance de travailler avec Apple et on teste les produits, donc on les paye pas forcément. Donc on peut se permettre de les ranger dans un placard. Je pense que les personnes qui ont acheté une Apple Watch, ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup ce réflexe-là de mettre plein de produits connectés dans un placard, dans un tiroir, parce qu'on n'a pas mis la main à la poche et à un moment donné on se dit bon, écoute, j'en ai marre de le charger et il prend la poussière. Le problème de la Watch, c'est pas que, certes il faut la charger tous les soirs, mais le problème de la Watch, c'est que il faut couper le cordon avec l'iPhone. Et ça, c'est pas la version 2, ce sera plutôt la version 3, la version 4. Ouais. Il a fallu attendre pour que l'iPhone coupe le cordon avec le Mac et qu'iOS autorise une installation depuis l'iPhone. Mais ça va arriver. Par contre, le jour où ça va arriver, le jour où l'Apple Watch va être totalement autonome, tu te poseras la question s'il y a encore besoin d'un téléphone. Hein. Vraiment. C'est pas faux. Et d'ailleurs, pour juste conclure avec cet Apple Watch, parce qu'on va passer au sujet suivant, j'ai rappelé deux choses. C'est que par exemple, Elon Musk a récemment déclaré que pour lui, le succès de l'Apple Watch commencera plutôt à partir de la deuxième, voire même de la troisième génération, et je pense qu'il a assez raison. Et l'Apple Watch n'est peut-être pas forcément un succès partout, parce que, et on conclut vraiment avec l'Apple Watch là-dessus, j'ai vu passer tout à l'heure sur Facebook une publication d'une personne que tu connais très bien, monsieur Martin, qui a fait une Monsieur X, publication, on ne peut pas le nommer. voilà, Mister X. plus les résultats de l'Apple Watch, puisque Apple va présenter ses prochains résultats le 26 juin. Et dans les commentaires, une autre personne que tu connais bien, en l'occurrence Fanny, qui rentre de Hong Kong, a dit qu'elle, à Hong Kong, elle n'en avait pas vu une seule. Donc, c'est peut-être pas un succès partout. Non, c'est pas. C'est grand, Hong Kong. Oui, mais c'est pas un raz-de-marée, mais tu l'as dit, les ventes sont meilleures que celles de le premier iPhone, mais Apple n'était pas ce qu'était à l'époque, ce qu'il est aujourd'hui, et pas le réseau de magasins qu'il a aujourd'hui. Mais au-delà, il va falloir du temps, mais ça reste un succès. Maintenant, c'est vrai qu'Apple, on comprend pas trop pourquoi ils ne communiquent pas trop leurs chiffres officiellement en les masquant avec d'autres objets qu'ils vendent qui n'ont rien à voir avec la montre. C'est un peu dommage. Ça montre qu'ils ont des choses à cacher et ça, c'est jamais très bon de soumettre comme ça la suspicion, quoi. Alors, Seb, enfin une bonne nouvelle, très bien. Attends, on va laisser parler Seb, qui va dire quelque chose. Je voulais juste finir avec le design qu'on a parlé tout à l'heure.
il y a le président de TagOver, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Claude Biver, qui a dit la première fois qu'il a vu l'Apple Watch, il a dit j'ai tout de suite vu que c'était une montre Apple. Donc elle a l'ADN d'Apple, c'est vrai, au niveau du design, je trouve. Oui. Et d'ailleurs, Elle fait- TagOver qui a sorti la sienne de montre Ouais, ils ont sorti la leur, ouais. qui apparemment a des chiffres de vente nettement supérieurs à ce qu'ils avaient prévu au départ. Bon, enfin, Ouais, elle a vite été en rupture de stock sur leur site. Oui, Elle est mais sur quoi déjà, elle Teddy est sous Android. Et c'est ça le problème des constructeurs de montres. C'est-à-dire que demain, si ils se mettent tous à faire de la montre connectée, ils seront plus je dirais, maîtres de ce qu'ils vont faire, puisqu'ils seront dépendants de Google. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour eux. Moi, ça, je dis rien. Mais voilà. C'est quoi Google? Apple Watch, on va passer, je m'excuse les gars parce qu'il faut qu'on avance. Ouais. On va passer l'autre produit qui est également présenté au printemps. Il s'agit en l'occurrence du fameux MacBook Retina avec son design que personnellement je trouve juste magnifique. Son écran en 12 pouces, mais aussi une caméra avant pourrie. Un processeur un peu famélique et un seul connecteur USB type C. Alors ça, c'est un problème pour évidemment un usage professionnel. Par contre, dans le cadre d'un usage privé, c'est pas forcément un problème. Et je pense que avec cette machine, Apple vise avant tout le marché grand public plutôt que le marché professionnel, Olivier. Oui, enfin je sais plus si, enfin au sein d'Apple, je sais pas s'il y a un marché, un secteur professionnel, un secteur grand public quand on voit le nom, quand tu vois le terme pro associé à l'iPad, tu peux te Ouais, poser des on va y questions. revenir après. Et puis quand tu vois le temps ils mettent pour renouveler le Mac Pro aussi, tu peux te poser des questions s'ils s'intéressent encore aux entreprises. Mais passons. Donc oui, c'est un produit avant tout grand public, mais c'est surtout un produit je trouve pas le terme parce que j'ai pas assez dormi, mais de représentation, tu vois, dans les entreprises, les gens qui ont la chance d'avoir des fonctions exécutives et de pouvoir avoir des cadeaux de leur entreprise et de pouvoir avoir un objet de fonction, ben, ils choisissent un MacBook plutôt qu'un MacBook Pro ou une Surface. C'est un bel objet. Par contre, il ne faut pas avoir besoin, effectivement, tu l'as dit, de beaucoup de puissance, mais pour des besoins bureautiques basiques, et faire de l'Internet, des choses comme ça, ça suffit largement. Et ça reste encore une fois, malheureusement, dans les codes d'Apple, les premières générations de produits sont jamais extraordinaires. Au niveau du premier MacBook Air, qui était un vrai escargot, notamment avec son disque dur d'iPod. C'était quand même Et qui coûtait très cher en plus. Qui coûtait très cher. On a vu que au fil des générations, ça s'est amélioré. Il fallait attendre la génération 3 pour que vraiment ça devienne une petite bombe. Et en plus, son prix fonde et devienne l'entrée de gamme quasiment de la gamme et non plus un produit de prestige. Donc j'ai bon espoir pour le MacBook tout court. D'ailleurs, le nom, j'ai eu un peu de mal aussi, puisqu'il y a tellement de MacBooks différents maintenant que je ne me retrouve plus tellement. Bref. Est-ce que tu ne penses pas que là, au cours de l'année qui arrive, il va peut-être pas y avoir une clarification à ce niveau-là, parce que entre les MacBook Pro d'entrée de gamme, le MacBook 12 pouces Retina, le MacBook Air, enfin, il y a un enfant de trop qu'il faut perdre dans la forêt à un moment donné. La logique voudrait que soit la gamme MacBook Air disparaisse, soit le MacBook Pro hérite du design du MacBook. Voilà. C'est ce qui s'est passé les générations précédentes. On a vu que le MacBook Air s'est décliné en deux versions, en 11 et en 13 pouces. Ensuite que les MacBook Pro Retina s'affinent de génération en génération. Donc on le voit déjà arriver. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de ça. On verra si maintenant on aura droit à une keynote pour présenter un nouveau MacBook, peut-être en même temps que l'Apple Watch. Deuxième du nom, là aussi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que quand on achète une montre 1000 euros, 1200 euros comme ce modèle-là, a changé au bout de 6 mois, je demande à voir. Donc on va voir ce qu'ils vont proposer pour assurer la base installée. Bref, oui, la logique voudrait qu'il y ait une rationalisation de la gamme. Oui. Et concernant donc ce MacBook, moi j'ai mon camarade Eli Abitbol qui est donc revendeur Apple à Nice et à Cannes. Il y a beaucoup de chance. Qui me disait donc, qui nous disait récemment qu'en fait il présente en général le MacBook d'une manière un peu originale, c'est-à-dire que quand un client vient et donc pour le MacBook Air, ils mettent vraiment le focus sur la finesse du produit. Pour le MacBook Pro, ils mettent le focus sur l'écran Retina et la puissance. Et puis, après, c'est seulement après ça qu'en dernier, ils parlent du MacBook en disant, bah voilà, ça c'est un peu une synthèse des deux, c'est-à-dire que vous avez la finesse du MacBook Air et l'écran Retina du MacBook Pro. Donc voilà comment, a priori, on vend le MacBook. Oui, mais je sais pas, un produit, il a besoin de se vendre aussi tout seul, tu vois. Oui. Donc,
Bon, déjà, le premier Il critère, se c'est vend le bien, prix. ceci étant, il se vend bien, puisqu'il est Très bien. le deuxième Mac. C'est le deuxième. La force d'Apple, c'est justement de ne pas avoir besoin d'adopter un long discours. Il n'y a pas de manuel dans un produit d'Apple et derrière, il ne faut pas faire une longue tirade pour le vendre. Il se vend tout seul. MacBook, il faut, si tu as des besoins qui sont assez basiques, ça suffit largement. Moi, ici à la rédaction, j'ai un MacBook Pro Retina, mais pour écrire des articles, tester quelques logiciels, un MacBook tout court me serait largement suffisant. Je suis juste embêté parce qu'ici on utilise de l'Ethernet gigabit et non pas du Wi-Fi, donc Ouais, et là, tu peux pas. voilà. Il y a les adaptateurs, mais bon, voilà. Donc moi, ce que j'attends pour le MacBook, c'est qu'il y a véritablement soit Apple le fasse, soit des accessoiristes nous sortent un bon dock pour docker tous ces écrans externes en USB-C. Alors, voilà. au niveau au niveau des accessoires, et puis après je demanderai à Sébastien ce qu'il a pensé du MacBook, mais puisque tu en parles, je voulais en parler après, mais tu sais qu'il y a le CES qui démarre là à Las Vegas, et il y a déjà quelques petites annonces qui ont été faites. Alors notamment, il y a Samsung qui a présenté un disque SSD qui peut se brancher en USB type C, et puis surtout, alors un autre accessoire, tu as peut-être vu passer l'info, Olivier, je pense que ça va grandement t'intéresser. C'est Griffin qui sort le Break Safe Magnetic USB-C Power Cable, donc désolé pour le nom, et qui est en fait un dongle qu'on fixe sur cette prise USB-C et qui permet de retrouver en fait le MagSafe qui manque tant sur ce MacBook. Et ça, je pense qu'à mon avis, ils vont en vendre des palettes, parce que c'était quelque chose. C'est juste la bonne idée, comme quoi c'est possible. Hein. Tout à fait. Et donc, Sébastien, moi je me souviens qu'à l'époque, quand il est sorti, on en avait parlé évidemment dans l'école des fanboys, et je crois que c'est l'un des rares produits Apple qui est sorti ces derniers mois que tu n'as pas acheté. Bah ouais, parce que pendant la keynote, quand j'ai vu ce truc tourner dans la vidéo et tout, j'ai dit waouh, c'est magnifique et tout. Puis après, quand j'ai vu les specs et surtout la caméra, quand j'ai vu cette caméra, ça m'a, même si je vais peut-être pas l'utiliser, mais ça m'a, je me suis dit, il nous faut encore les mêmes coups qu'avant, alors que, Il faut toujours un moyen de. Non, c'est les mêmes cooks. Les mêmes cooks. Les mêmes coups, ouais. La caméra de Et comme dans les rumeurs, je savais qu'il y avait un iPad Pro qui allait sortir, et je me suis tout de suite tourné, j'ai attendu pour voir si l'iPad Pro allait sortir, et je me suis pris l'iPad Pro. Alors, Julien. Parce que le tactile m'intéresse aussi, et que de toute façon, le MacBook ne sera jamais tactile. Julien, donc en fait, là, Sébastien évoquait l'iPad Pro. On va pas trop déflorer le sujet parce que on va faire également une émission spéciale Microsoft. Donc tu en parleras plus longuement parce qu'il y a une partie. Je vais vous laisser, hein. Merci beaucoup. Ah, toi aussi, ta piscine? Donc on parlera notamment assez longuement de la Surface Pro 4, mais quand même, quelque part, finalement, Apple prend un chemin différent de celui qui est suivi par Microsoft, puisque Microsoft, lui, a voulu faire une tablette qui devient un ordinateur. C'est leur slogan. Quand on vous passez devant le siège de Microsoft France, il y a des énormes autocollants où c'est marqué ça partout. Ouais, mais il va en avoir besoin. Et puis aussi l'autocollant encore. Faudra le coller carrément sur l'ordinateur aussi, l'autocollant. Oui, ils peuvent aussi subventionner l'achat, mais rien n'est perdu pour eux. Donc, ton point de vue sur la stratégie d'Apple qui est très différente de celle suivie par Microsoft. Tu prends cher, vas-y, réponds, mon gars. Non, moi, je conçois cette logique. Encore une fois, on connaît Apple, ils ont mis des années à nous faire un iPhone plus grand. Ils mettront des années à faire un ordinateur tactile. Et puis, un jour, ils découvriront le miracle et puis ils feront « Oh, c'est une révolution !» Donc voilà, de toute façon... Pas au niveau des ventes, en tout cas. Ouais, non, mais Julien a raison. Je dirais, Apple ira quand ira un marché. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un marché pour les produits hybrides. Voilà, l'iPad Pro, on va en parler, ressemble beaucoup à la Surface dans le concept, mais Apple n'évangélise plus les marchés comme il le faisait il y a quelques années. Ça, c'est vrai, ouais. Parce que chaque fois qu'il avait évangélisé, il s'est planté. C'est-à-dire qu'il a investi énormément pour inventer un concept, pour faire de la pub, souvenez-vous du Newton. Non, vous ne souvenez pas, parce que pour certains, vous n'étiez pas nés. Mais le Newton, c'était le premier PDA, vraiment tactile. Il y avait déjà des fonctions 20 ans avant de ce que faisait l'iPad ou même l'iPhone bien des années plus tard. Mais ça a été un bide parce que le produit n'était pas terminé, ça nous rappelle pas fini.
Et le marché n'était pas mûr pour ça, la techno n'était pas mûre pour ça. Et puis une autre marque est arrivée avec des ambitions moindres, avec son système évolué de reconnaissance d'écriture, et c'est Palm qui a raflé le marché quelques années plus tard, avec un produit moins cher, moins ambitieux, mais qui avait été, sur un marché qui avait été évangélisé par Apple. Voilà. Pareil pour l'iPhone. Apple n'a pas inventé le smartphone. Par contre, ils sont arrivés au moment où ils se sont dit, mais le concept de smartphone existe, mais le smartphone, chez Nokia et chez Motorola à l'époque, c'était un produit qui était réservé aux entreprises, et notamment chez BlackBerry. Eux, ils ont compris que tout le monde... Que des marques dinosaures, tu remarqueras, pas très bien en ce moment. Que tout le monde pouvait et voulait avoir ses emails et avoir accès à Internet dans sa poche. Voilà. Et la première marque à y avoir vraiment cru, ça a été Apple, et ils ont inventé l'iPhone. Et comment y arriver? Faire un produit le plus simple possible. Pas le meilleur, le plus simple à utiliser, que ce soit ma fille ou ma grand-mère. Il n'y a pas à se poser de question s'il faut appuyer sur la touche on ou la touche off, quoi. Ouais, d'ailleurs, justement, c'est un truc qu'on va aborder tout à l'heure quand on parlera de l'iPhone. Oui, Julien, juste pour conclure sur le MacBook. Ce qu'il y a aussi, tout le souci viendra évidemment de trouver le bon OS. Là, les MacBooks, on reste sur un ordinateur, ils ont leur OS habituel qui peine à évoluer, on constate. C'est vrai que Windows, lui, vient de se lancer dans cette quête de l'OS magique qui marchera sur toutes les interfaces. Honnêtement, pour le moment, ils n'ont pas encore tout à fait réussi. C'est peut-être aussi ce qu'attend Apple, et ce que j'aimerais de la part d'Apple qui sort généralement des trucs bien finis, c'est enfin l'OS qui arrivera à allier les deux, le côté tactile, le côté ordinateur. Alors, Mathieu, vraiment pour conclure, parce qu'il faut qu'on avance. Vraiment pour conclure, mais je me demande si en fait, on va pas faire le débat, on en parlera peut-être dans la spéciale Microsoft, mais pour en revenir à cette histoire d'effet magique de tout en un, je me demande si c'est pas le problème d'un manque d'application en fait. Tout simplement, c'est peut-être lié au store. Et pas spécialement un problème d'OS en fait. On verra ça effectivement dans la spéciale Microsoft. Donc l'année s'est poursuivie avec la WWDC, au cours de laquelle évidemment ont été présentées les nouvelles versions de macOS et de iOS. Donc ça, on va pas trop y revenir parce que finalement c'est pas des mises à jour vraiment majeures au sens où on l'entend. Ça a surtout été permis de sécuriser et puis d'avoir moins de bugs, parce qu'à ce niveau-là, Yosemite était quand même un cauchemar. On a appelé le distinct d'ailleurs de macOS. Comment? Ouais, tout à fait. Non, mais je suis assez d'accord. J'aime beaucoup cette appellation, beaucoup. Tout à fait. Et donc, les fonds d'écran étaient quand même vachement plus beaux. Hein. Ouais, c'est clair. En natif. Ouais. Ah bon, ce qui était, moi, ce que j'ai retenu en tout cas principalement de cette conférence, c'est évidemment le lancement d'Apple Music. Alors Apple qui avait quelques mois auparavant racheté Beats, on sait que c'est principalement pour son service Beats Music et notamment la partie curation qui a été très très bien conçue et qui est faite par des DJ, des musiciens plutôt que par des algorithmes. Apple Music, un service qui donc est venu directement concurrencer ce qui existait déjà, à savoir Spotify et Deezer. Et là où moi j'ai été agréablement surpris, parce que on n'attend pas trop Apple en général sur ce terrain-là, c'est que finalement au niveau du prix ils étaient compétitifs, notamment au niveau de l'offre famille, puisqu'à 14,99 pour 6 personnes, c'est l'offre la moins chère du marché. Moi je l'ai prise vu que j'ai 2 enfants qui écoutent de la musique. Et pour le coup, j'en suis très très satisfait. Je sais que toi, Sébastien, évidemment, tu utilises Apple Music. Julien, est-ce que ton épouse sur son iPhone utilise, puisqu'il faut rappeler que ton épouse a un iPhone. Écoute, bisous à ta femme, en passant. Voilà. Merci. Écoute, pour une simple et bonne raison, on avait 10 heures avant, et quand tu as commencé à créer toutes tes playlists, à mettre tous tes albums et tout, t'es pas forcément motivé pour le refaire. Alors je l'ai mis histoire de tester. Je me suis fait aussi avoir parce que je croyais avoir désactivé après les 3 mois le truc de paiement, et puis le 4e, j'ai eu le droit à tiens, en fait, c'est 10 euros. Ah bon, donc je l'ai redésactivé. Quoi, 10 euros la pomme? Putain. Merci Apple. Et 10 heures. C'est vrai qu'il est un peu caché le truc pour l'activer. Faut fouiller un petit peu. C'est ça. Et Deezer vient de sortir aussi un mode famille. Le service est bien, mais moi j'ai pas vu le plus par rapport aux autres. En fait, moi qui utilise ce service depuis le début, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le service de curation qu'on retrouve en fait via l'onglet Pour vous. Et qui, pour le coup, je trouve est vraiment très très pertinent. Après, il y a d'autres trucs qui le sont moins. Hein. L'onglet Connect, à mon avis, aura à peu près autant de succès que Ping en a eu à son époque.
Et donc, Olivier, toi qui, j'imagine aussi, pour avec Rat, à tester Apple Music, et peut-être que tu l'utilises aussi dans le cadre privé, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas été, ça m'a pas retourné lorsque le service est sorti. Il y avait effectivement la fonction de curation m'avait intéressé, était un petit peu différente. Et c'était la promesse du rachat de Beats, tu l'as dit, de la dépenser, je sais plus combien ils ont racheté, 1 milliard, c'est ça, de dollars, Beats, juste pour une fonction de curation. Alors, je me demande si on ne mange pas un peu sur la tête du côté de Silicon Valley pour les rachats de start-up en ce moment, mais passons. Mais sinon, j'avais pas été transcendé. Il n'y avait pas forcément une valeur ajoutée, si ce n'est effectivement l'offre familiale par rapport à ce que proposait Spotify, Deezer ou Qobuz. Moi, ce que j'appréciais, notamment dans l'offre de Qobuz, c'était une volonté de défricher d'autres marchés, notamment un marché un peu plus audiophile, en proposant une qualité de musique un peu meilleure en streaming, soit en qualité CD, non pas en qualité entre guillemets MP3. Il y a des morceaux, hier j'écoutais la musique sur Apple Music, et c'est vrai qu'à un moment il y a l'encodage, on se demande avec quoi ils ont encodé, c'est juste pas possible, quoi. Et d'autres qui sont d'excellentes parce qu'ils ont été encodés plus récemment. Bref, je m'attendais à ce qu'Apple défriche ce marché-là, aille dans le sens de Qobuz et propose une meilleure qualité musicale, une qualité CD de base, manière de vraiment apporter une vraie valeur ajoutée. C'est ce qu'avait fait Apple lorsqu'ils ont lancé iTunes. L'un des arguments de vente d'iTunes. Là, tu offres une transition de rêve, puisque c'était justement de ça dont je voulais parler maintenant, notamment avec toi, Sébastien, qui je sais, tout comme moi, est utilisateur du service Qobuz. Effectivement, l'audio HD sur Apple Music, ce n'est pas encore une réalité, mais par contre, ça pourrait arriver justement au cours de cette année 2016, puisqu'il y a des rumeurs concordantes qui vont ensemble, c'est-à-dire avec la disparition du port jack sur l'iPhone, qui donc du coup pourrait aussi permettre d'intégrer un DAC dans le Lightning, si j'ai bien compris, et peut-être du coup avoir Apple Music et iTunes en audio HD, Sébastien. Oui, ce sera du tout numérique, quoi. Donc le casque. Voilà. Il y aura un lien directement avec le casque quand on en aura fini avec l'analogique, mais ça peut être bien. Et surtout que Apple est habitué à faire du premium, mais comme ils ont fait avec la caméra du MacBook, eh bien, ils lancent un truc, ils regardent un petit peu si ça marche, et puis si ça marche, eh bien, on va développer l'audio HD. Voilà, ils jouent la montre, exactement. Mais ces rumeurs de l'abandon de la prise jack, bah là, c'est vraiment un message très clair. Hein. Voilà. À mon avis, puisque sinon ça servira à rien. Bon, de toute façon, ça va gagner de la place pour la batterie, pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, pour la finesse. Et qu'est-ce que tu veux dire, mon petit Mathieu? Bah, en fait, j'ai envie de dire déjà. Je sens que je vais faire un bide avec ma blague, mais où est Jack? Désolé. Je te confirme. Non, après, ce que je voulais dire de quand même plus intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous mettiez quand même Apple sur un sacré piédestal, tu vois. Et pour moi, Apple est quand même une société qui veut vendre à la masse. Et du coup, je me suis dit que s'ils offrent un service comme Qobuz, ils auraient dû le mettre à un prix qui serait au-dessus de la concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique high-res, c'est quand même un marché de niche. Tu vois, moi j'adore la musique et pourtant je me sens pas encore le besoin de ressentir. Sans aller sur la musique high-res, ils auraient pu se contenter de proposer une qualité CD, ce qui n'est pas le cas. Tu vois, parce que c'est vrai que la high-res, tu as raison, c'est un marché de niche. On peut même se poser la question si 90% des utilisateurs sont capables de faire une vraie différence. Il faut quand même avoir un super casque et quand même une bonne installation pour vraiment sentir la différence. Ça, c'est un vrai débat aussi. Mais bon. Ah oui, il faut tout à fait. La qualité CD, on aurait pu s'attendre à la voir. Elle va arriver. Hein. Sébastien a raison. Elle va arriver, les choses vont arriver. Et pourquoi C'était une tradition, la culture d'entreprise d'Apple, et c'est pour ça que les fans historiques de la marque appréciaient particulièrement cette marque, et la mettaient un peu, c'est vrai, sur un piédestal, parce qu'elle pensait différemment. C'était le slogan d'Apple. Voilà, il en reste toujours quelque chose à... Voilà, et ils ne se contentaient pas de vendre de la gamelote, se contentaient également d'apporter une valeur ajoutée, et si possible un peu plus que le voisin. Ça se perd un peu. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette philosophie, pour moi, elle est en train de se perdre chez Apple. Ah oui. On le voit parce qu'ils ont quand même franchi un pas qu'ils n'avaient jamais franchi avant, c'est celui de proposer Apple Music sur Android.
Donc on voit bien plutôt cette volonté de vendre en masse, et j'en profiterai juste pour... Il y avait iTunes sur PC avant, hein, ça fonctionnait déjà aussi, c'était déjà Oui, ouvert. mais on sent que c'est un chemin qui s'est fait dans la douleur, hein, iTunes sur Pas le PC. choix, tu as vu la part de marché d'Android, c'est pas à toi que je vais le dire par rapport à la part de marché d'iOS. Donc si tu veux être dominant et garder la première place de vendeurs de musique comme ils sont aujourd'hui avec iTunes, ils sont obligés d'être sur Android, ils n'ont pas le choix. C'est la raison pour laquelle les chiffres là ils veulent rien dire, hein, parce que la version Android d'iTunes Music vient juste d'arriver. On verra si ça décolle avec Android. Hein. Alors donc cette version en fait d'Apple Music sur Android a déjà été téléchargée plus d'1 million de fois, hein, si on regarde les chiffres sur le Play Store, ce qui est pas mal du tout. Ouais, mais je sais pas si elle a pas été désinstallée autant de fois, mon gars. Apparemment, vu la qualité du service. C'est vous, toi, qui l'a. Mais en tout cas, le fait d'être sur Android, ça fait sens dans la mesure où, moi j'ai parlé de ça dans les weeks récemment, c'est que je prends mon cas avec mes enfants, donc j'ai pris l'abonnement familial, mais quand viendra le moment où ils seront à l'âge où je voudrais les équiper avec un premier smartphone, je pense pas que je les ai équipés directement avec un iPhone. Je prendrai sûrement plus un entrée de gamme Android et qu'ils pourront ainsi retrouver leur musique sur leur appareil. Simplement. Ah, toi, tu vois, tu veux direct les punir, quoi. Tu leur offres un smartphone, ils sont contents, tu leur fous Apple Music, quoi. Alors, Sébastien, pas un iOS, tu n'as pas compris. Pas ça. Et mon ami, juste pour terminer sur ce point, je veux juste finir. De toute façon, sache qu'à mon avis, tes gosses ne voudront jamais de ton Apple Music puisque Google a bien répliqué. Non, mais Google a bien répliqué et je pense que toi-même, tu pourras te poser la question avec l'offre qu'ils vont proposer avec YouTube Red, qui te donne pour 14 €, je crois, ou 10 €, l'accès à Google Play Music en illimité aussi. On verra bien. En tout cas, Sébastien, pour conclure sur le sujet. Oui, je voulais dire que l'application Android permet d'avoir 3 mois gratuits. On n'était pas sûr au début, mais quand je l'ai téléchargé, il y a bien les 3 mois gratuits. J'ai testé moi sur le chat. Je pensais que c'était 1 mois ou peut-être rien. Donc ils n'ont pas été. C'est 3 mois pour débugger, c'est ça en fait. En tout cas, donc on parlait juste avant donc de la prise jack de l'iPhone qui pourrait disparaître. Alors ça sera pour l'iPhone 7, mais cette année, comme c'est la tradition, au mois de septembre, Apple a présenté l'iPhone 6S et 6S Plus, donc déclinaison S de la précédente génération. Et une déclinaison S, très intéressante puisqu'elle apportait quand même son lot de nouveautés avec la deuxième génération de Touch ID, le 3D Touch, un nouveau coloris aussi, le rose, la possibilité de filmer en 4K. Enfin, ça c'est pas forcément ce qu'ils ont fait de mieux, mais en tout cas pour le coup, c'est vrai que cet iPhone 6S, en dehors du design, pour le reste, tout a changé quoi, pratiquement, Olivier. Enfin, tout a changé, oui, en termes de composants de spec. C'est vrai qu'en matière de... C'est certainement la version intermédiaire d'iPhone la plus réussie depuis longtemps. En termes de... simplement, ce qui est vraiment frappant lorsqu'on l'utilise au quotidien, j'en ai la chance d'en avoir un. Tu l'as dit, Touch ID 2, quand on repasse après l'iPad Pro, c'est juste pas possible, hein, parce que lui, il est occupé de Touch ID 1, donc ça je comprends pas. Ça, encore une fois, c'est en avance, en recul. Enfin bon, c'est assez pénible. Et c'est vrai que ce qui est vraiment marquant, c'est que c'est... Tu ne le fais pas, la blague. Ouais, non, c'est pour ça que je me suis arrêté assez tôt. Moi, je dis que vous avez bien résumé la chose. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment sensible, le gain de vitesse, le gain de puissance. Et moi, où je prends le plus de plaisir au quotidien, c'est simplement en connexion Wi-Fi. Entre l'iPhone 5S et l'iPhone 6, il y avait déjà un vrai gain lorsque vous surfiez, si vous aviez la fibre comme on a ici à la rédaction, vous sentez une vraie différence. Lorsqu'on voyait tu as chargé une vidéo sur YouTube ou simplement envoyer une vidéo en AirPlay sur l'Apple TV, on voit vraiment la différence entre l'iPhone 5S et le 6, mais avec le 6 Plus, enfin le 6S, pardon, ça va beaucoup plus vite si vous avez une dernière génération de bande Wi-Fi comme il y a aujourd'hui. Comme ça généralise beaucoup avec le AC. On sent vraiment une vraie différence. Donc oui, il y a un vrai gain de puissance évident et c'est certainement la version qui apporte le plus de vitesse d'une version à l'autre. Ouais. Très longtemps chez Apple. C'est vrai que cette puce, la puce A9 est réellement aussi impressionnante dans le sens où moi je mets souvent en avant cet outil de bench qui est Geekbench plus qu'en tout parce que l'avantage de Geekbench mesure la performance sur un cœur. C'est celle-là qui est la plus importante et à ce niveau-là, enfin, il atomise tout l'ensemble de ses concurrents. Hein. Désolé Mathieu. Désolé Julien aussi. Oui. C'est vrai qu'on a vu du côté et on le voit chaque année au mois de mars lors du Mobile World Congress, hein, à Barcelone, il y a tous les constructeurs
concurrent d'Apple, pas simplement Android qui multiplie le nombre de cœurs dans leur puce, etc. Bon, je sais pas si c'est vraiment un discours qui fait qu'on va acheter un téléphone plutôt qu'un autre, à part si on est vraiment un geek. Aujourd'hui, le cœur du marché, il n'est pas là. Exactement. Mais vraiment, si vous avez la possibilité d'en avoir un en main et que vous aviez ne fût-ce qu'un iPhone 4S ou un iPhone 5, même un iPhone 6. C'est mon cas, hein. Moi je suis passé du 5 au 6S, je t'explique pas le changement, quoi. C'est vraiment frappant. C'est vraiment frappant, ne fût-ce que voilà, la possibilité de. Bon, c'était déjà avant sur d'anciennes versions, mais la possibilité de prendre, de prendre une vidéo et de faire des photos en même temps. Enfin, ça montre que la puce a vraiment grandi à tel point que on peut légitimement se poser la question si ce genre de puce ne va pas arriver sur nos ordinateurs un jour. Bah ça, on va en parler tout à l'heure, dans un instant, quand on va parler de l'iPad Pro. Donc voilà. Oui, Mathieu? Ceci dit, je voudrais redescendre encore un petit peu cet iPhone 6S de son piédestal, les amis. Tout n'est pas rose. Excusez-moi pour la blague. Je tiens à préparé dire... apparemment. Hein. Je crois que j'ai mangé un clown avant de venir, c'est pour ça. Ouais. Il faut savoir qu'il y a quand même des choses sur lesquelles Apple a reculé par rapport à ses concurrents. Je pensais notamment à l'écran dont Samsung est passé maître en la matière, et notamment également un fait qui mettait souvent l'iPhone premier par rapport aux autres, c'est le capteur photo. Le capteur photo qui descend petit à petit dans le ranking des XO. Oui, mais après, ça, c'est pas parce que celui de l'iPhone devient moins bon, c'est simplement parce que ça progresse plus vite du côté d'Android, tout simplement. Mais monsieur l'arbitre, on va se calmer. Hein. Je laisse parler l'arbitre. Hein. Ah, Fito va sortir un carton jaune. Voilà. Non, mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté, Mathieu. Il y a aujourd'hui l'argument de vente d'un téléphone, c'est pas ça. Voilà. Oui, mais quand tu vois l'argument marketing, il est là. Tu vois, quand tu vois ces affiches sur Paris, non, avec un iPhone. C'est un ensemble, c'est un objet. Voilà. Et aujourd'hui, c'est voilà, c'est ce qu'elle n'a pas compris en son temps, Nokia, BlackBerry, Motorola, en disant mais non, regardez, notre téléphone, il a un meilleur téléphone, notre téléphone, il a un meilleur appareil photo. Je me souviens quand l'iPhone est arrivé, il y avait l'N95 de Nokia. Regardez, on a un super appareil photo, on a du la 3G, l'iPhone il est Edge et il a un appareil photo de merde, ce qui est vrai. Mais par contre, ma grand-mère savait l'utiliser. C'est ça en fait. Je dis pas que les téléphones Android, on ne sait pas les utiliser. Ils ont fait d'énormes progrès et on peut les utiliser de manière très. N'importe qui est capable d'utiliser. Donc, mais c'est vrai que le point fort de l'iPhone, c'est effectivement l'expérience utilisateur. Voilà, et son écosystème. Voilà. Et en général, ceux qui ont des iPhones et qui sont pas des geeks, et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le gros du marché, c'est ça, c'est cette clientèle-là. Ben, quand se pose la question du renouvellement, très souvent ils repartent sur l'iPhone. Ouais, c'est aussi l'image de marque que ça rend, les mecs. Faut arrêter d'occulter cette histoire. Il y a l'image de marque. Enfin, faut arrêter. Moi, j'ai entendu des gars me dire une fois, je vais plus choper des meufs parce que j'ai un iPhone que si j'avais un Samsung. Non, mais les temps ont bien changé. Non, mais ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais tu vois, on voudrait nous dire, s'il vous plaît, les gars, sont disciplinés. Non, moi c'est pas que tu vas choper plus, mais c'est que Sébastien, s'il te plaît, je laisse parler Julien. Moi, ça m'intéresse, savoir si choper plus avec l'iPhone. Non, moi. Faut que je vous laisse quand même. Non, mais oh non, ce que j'apprécie maintenant, c'est de pouvoir appairer mes objets en NFC. Ah bah non, c'est pas iPhone, c'est vrai. Non, autant pour moi. Ouais, mais le NFC, bon. Alors ça, c'est vrai que... Personne n'utilise le NFC. Je veux dire, tu utilises combien de fois sur l'iPhone? Tous les jours. Tu ne pas. Maintenant, le pairage Bluetooth, c'est... Ah ouais, c'est ça. Enfin, moi, franchement, pas du tout. Il n'y a personne qui l'utilise le NFC. Là, vous avez fois, tu connais quelqu'un qui a acheté un téléphone pour profiter du NFC. Ah oui, parce que personne. J'ai des téléphones à la maison, enfin j'ai eu notamment le Oppo, etc., qui était compatible NFC. Je me suis jamais servi une seule fois sa fonction NFC. Mais non, c'est pas convivial. Tu dois aller dans le même menu pour faire la même chose. Regarde, Mathieu ou j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Julien, pardon. On parlait tout à l'heure avant le début de l'émission de Xiaomi. Regarde ce que fait Xiaomi en Chine aujourd'hui. Quand ils te font une keynote, qui est un produit sur Android, hein, même si on a l'impression que c'est iOS et que c'est un iPhone. Ils reprennent tous les codes d'Apple, c'est-à-dire qu'ils essaient de créer une culture d'entreprise et de marque qui est un copier-coller de celle d'Apple, y compris l'interface, hein, ça ressemble à iOS, c'est assez réussi, et ça parle aux gens.
Mais c'est pas parce qu'il y a un appareil photo de 12 millions de pixels, c'est parce qu'il y a toute une culture, tout un ensemble, un appareil qui est extrêmement fini, qui est simple d'utilisation, un engouement, un produit qui est très mode, c'est important aussi, et vraiment créer un engouement autour de cette marque-là, parce que c'est une marque chinoise, c'est important d'être une marque chinoise pour vendre en Chine, et au-delà, il y a comme ça des coups qu'ils font et du buzz, et ça fonctionne bien. Bon, bien sûr, il y a l'argument du prix que n'a pas Apple, hein, qui fait que ça se vend bien, d'avoir un téléphone, l'équivalent d'un iPhone à moitié du prix, voire le tiers. Évidemment, ça se vend beaucoup, notamment là-bas. Mais voilà, ça aujourd'hui, un Samsung, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'un Samsung peut devenir aujourd'hui une marque premium, une marque haut de gamme et dire voilà, aujourd'hui, on fabrique des frigos, des micro-ondes, mais on est aussi la marque de référence en téléphonie mobile et vous devez dépenser 1 000 € pour votre téléphone. Moi, j'ai pas envie de mettre 1 000 € dans un téléphone Samsung. Je suis désolé, ça me fait pas rêver. Mettre 1 000 € peut-être dans un iPhone, mettre 1 000 € dans une autre marque comme la marque Vertu. En tant qu'utilisateur, c'est un jour j'aimerais bien essayer un Vertu et ouais, c'est pas mal. Mais Samsung, ouais, c'est des bons produits, mais c'est pas une marque premium. Ce n'est pas une marque premium. Voilà, Ils essayent en tout cas. Et ils essaient, mais tu peux pas vendre du téléphone à 50 € et vendre du téléphone à 1 000 €. Il faut choisir. D'événements survenus chez Samsung, on peut pas vraiment dire qu'ils soient arrivés pour le moment. Voilà. Alors, moi, si je peux juste répondre pour Xiaomi très brièvement. Très vite, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Il faut savoir que Xiaomi est quand même arrivé. Enfin, Xiaomi a bien compris l'engouement des Chinois envers la marque Apple, qui a été quand même une marque longtemps interdite. Enfin, en tout cas, longtemps mis de côté sur le marché chinois. On sait que l'iPhone est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, oui, il n'était pas distribué par les opérateurs. Ils sont arrivés, et je peux te dire que Xiaomi n'a pas été le seul. Le nombre de copies d'iPhone qui ont été créées, du plus dégueulasse au meilleur, font que il y avait cet attrait de l'interdit, enfin, ou de l'inaccessible pour des Chinois. Donc, je pense que Xiaomi a capitalisé là-dessus et qu'aujourd'hui, ils sont dans cette mouvance et qu'ils continuent parce qu'ils ont créé cet écosystème qui est MIUI, qui est une ROM qui est bien sortie bien avant l'arrivée des premiers appareils. Après, moi, j'ai envie de te dire, comme diraient les Chinois, on copie pas, on améliore. Voilà. Je suis pas sûr que ça puisse. Et puis l'engouement du chef de Xiaomi, on le sait aussi par rapport à l'admiration qu'il avait pour Steve Jobs. Donc c'est un peu logique. Après, je sais c'est pas de la copie, c'est grand dommage. Voilà, si c'est de l'opportunisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, forcément, Apple a bénéficié de ça en fait aussi. Ouais, alors ça c'est un vaste débat. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler maintenant. Là, pour le coup. C'est s'amuser, t'as dit. On refait le Mac a fait une émission spéciale avec Xiaomi, donc vous avez. Ah mais j'y étais pas. C'est pas grave. Ouais, mais Il y a beaucoup de choses là. Et donc du coup, un autre produit sous iOS, enfin plusieurs autres produits sous iOS ont été dévoilés en cette fin d'année 2015. Il y a eu l'iPad mini 4 qui a notamment le meilleur écran du marché selon les spécialistes, la finesse aussi, qui est enfin un des produits les plus fins, une des tablettes les plus fines du marché. Bref, un produit très réussi. Bon, malheureusement, Apple n'en a pratiquement pas parlé, donc on va pas beaucoup en parler non plus, ce qui est dommage parce que c'est un très très bel appareil. Mais sinon on va pas en parler, c'est pas à cause de ça, c'est juste par manque de temps, parce qu'il faut qu'on parle maintenant de l'iPad Pro. Quand tu vois le prix de l'iPad mini, 400 €, le ticket d'entrée, c'est quand même. Voilà, c'est un bon produit, mais il faut juste mettre 400 € pour une version 16 Go. Certes, oui, mais bon, après, là, pour le coup, en face, il n'existe quand même pas non plus de produits, tu vois. Non, mais l'iPad mini, c'est plutôt un produit, tu vois, pour ceux qui commencent avec l'iPad, typiquement, c'est un produit que j'aurais tendance à offrir à un ado ou un enfant, à 400 € le ticket d'entrée. Voilà. 160 €, messieurs. Voilà. Et, Oui, mais bon. Après, tu trouves aussi des tablettes Amazon à 59 €. Hein, si on non, mais je sais bien, mais voilà, entre 400 € l'iPad mini, l'iPad Air, il n'y a qu'une centaine d'euros d'écart. Enfin, voilà, je trouve qu'en termes de position de prix, c'est pas ça. Mais Amazon, alors, moi, le positionnement de prix, si tu veux, de l'iPad mini 4 me choque beaucoup moins que celui de l'iPad Pro, par exemple. Enfin bon, l'iPad Pro, forcément, il pouvait pas être moins cher que l'iPad Air 2, hein, vu qu'il a quand même un écran qui est 2 fois plus grand. Il reste cohérent par rapport à la prix de la surface, si tu regardes bien. Voilà, aussi, c'est vrai. Très cohérent. Alors, un iPad Pro qui, donc, un écran qui reprend la technologie XO de Sharp que moi personnellement j'aime beaucoup, qui a 4 haut-parleurs, ce qui en fait une magnifique télévision d'appoint, ça c'est clair. Une puce A9X qui est d'une très très grande puissance. Et donc justement pour rebondir à ce qu'on a tenté tout à l'heure d'aborder, quand on voit la puissance de cet iPad Pro, est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que
Et je pense que tu l'appelles de tes vœux aussi, Olivier, c'est que ces puces ARM finissent par atterrir sur les Mac, notamment, par exemple, pourquoi pas le MacBook dont on a parlé en début d'émission. Ça serait... Oui, enfin, je ne sais pas si Apple a besoin véritablement d'intégrer, d'abandonner Intel et d'intégrer ses propres puces. Ils le feront que si ça leur apporte une valeur ajoutée, que ça leur apporte un plus par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, d'avoir ce qui a fait que le Mac a autant progressé ces dernières années, c'est que parce qu'elle a adopté la puce Intel. Auparavant, elle était déjà sous une architecture PowerPC qui n'est pas si éloignée de l'ARM, des puces de nos mobiles et de nos tablettes, mais elles se vendaient beaucoup moins parce que c'était un environnement qui était fermé et qu'on ne pouvait pas y installer Windows. L'un des principaux arguments qui a rassuré beaucoup de gens de passer au Mac en disant mais au pire je pourrais toujours revenir et installer Windows dessus, même s'ils ne l'ont jamais fait, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui c'est peut-être un peu trop tôt, mais à terme, si ça peut permettre d'avoir une valeur ajoutée et de fusionner, je dirais, une interface d'OS 10 avec celle d'iOS, de lancer une application iOS, il faudra bien sûr que cette application tourne sur une puce qui est capable de les faire tourner. Et voilà. Après, ils mettront en place un émulateur, j'en sais rien, ou de la virtualisation, mais ça a du sens. On sent bien que le sens de l'histoire va vers un rapprochement entre les deux. Le virage d'Apple n'est pas forcément le plus mauvais. Alors, j'étais obligé de m'arrêter parce qu'il y a le monsieur qui lève les carreaux qui vient d'arriver. Voilà, c'est pas grave, allez-y, monsieur. Bref, je reprends. Je sais plus. Donc on voit bien qu'on est dans le sens de l'histoire, avec qu'il y aura un rapprochement entre iOS et OS 10, qu'il y aura un rapprochement entre... Moi je crois qu'à terme les Macs seront tactiles. Est-ce que ça va être l'iPad qui va gagner et qui fera en sorte que on ait un iPad qui permettra de travailler, mais il ne s'agit pas d'imposer le tactile sur... oui. Bah, écoute Steve, oui. Regarde, ne dis pas ça, malheureux. Les Macs seront tactiles. Souviens-toi ce qu'il avait dit sur les stylés, hein, et ils sont arrivés les stylés, donc comme quoi tu vois, voir l'iPad mini, hein, on en parlait il y a un instant. Bref, j'ai perdu mon fil. Je pense sincèrement que il ne s'agit pas d'imposer le tactile aux utilisateurs de Mac et imposer un gestionnaire de fichiers ou un clavier aux utilisateurs d'iPad. C'est-à-dire d'imposer le meilleur système au meilleur moment. Moi, je le dis souvent, par moment, j'ai des réflexes de toucher l'écran pour des fonctions basiques. Pour zoomer, par exemple, dans une photo, plutôt que le trackpad. Ça apporte une valeur ajoutée. Pourquoi ne pas le proposer? Mais il faut adapter l'interface pour cela. Et puis, encore une fois, c'est générationnel. Je le dis à chaque fois dans les émissions dont on fait le Mac. Hein. Ma fille est née avec un iPhone quasiment et un iPad à la maison. Chaque fois que je suis sur le Mac, son réflexe, c'est toucher l'écran. Et donc, voilà, donc c'est le sens de l'histoire. Après, est-ce que la vision de Microsoft est la bonne en disant voilà, on va faire un système hybride, et comme le dit Tim Cook, je ne sais pas s'il a raison, mais en gros, on n'a pas complètement l'ordinateur et pas complètement une tablette, donc forcément on a le cul entre deux chaises. Je ne sais pas, mais encore c'est une question de tempo. Et on sent encore une fois qu'Apple se dit c'est pas le moment. La preuve, c'est que ça l'a réussi. Ils n'ont jamais autant vendu de Mac qu'en ce moment. L'iPad, c'est pas BZF, mais c'est pas pour des raisons de système d'exploitation, c'est plus parce que le produit est cher et que le ticket d'entrée est très élevé et que le produit est entre guillemets bon, donc il vieillit bien, donc les gens ne le changent pas souvent comme l'iPhone. Mais je sens bien que c'est le sens de l'histoire, encore une fois. Et quand tu disais tout à l'heure, il n'y aura jamais de Mac tactile, je te demande à voir. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que... Et le jour le Mac sera tactile, peut-être qu'il y aura de l'ARM dedans. Peut-être, effectivement. Et donc cet iPad Pro, en fait, moi je dirais que son nom, au bout du compte, est peut-être un peu trompeur parce que je suis pas convaincu finalement que ça s'adresse tant que ça aux professionnels, parce que quel type de professionnels? Les graphistes, mais nous on en a eu dans cette émission, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas spécialement intéressés. Enfin, quand on avait fait l'émission en live sur Twitter, c'est ce qu'un graphiste qui s'appelle Piotr List, que je salue au passage, nous avait dit. Je ne sais que nos camarades de Mac Forever également ont été rencontrés des graphistes, et que bon, il n'y en a aucun qui aurait lâché finalement sa tablette Wacom pour prendre un iPad. Tu connais les graphistes, tu sais comment ils sont. Tu veux que je te décrive on en a plein ici. On a un directeur artistique, il a beaucoup de talent, hein, celui de la grillette qui est là, qui nous fait cette bête maquette. Au départ, il rigolait parce que lui, il travaille sur Wacom depuis des années en disant mais je lâcherai jamais mon Wacom. Hein. Puis quand l'iPad est arrivé, il a commencé à s'amuser avec le stylet. Ah oui, quand même, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et puis là, je suis rentré de quelques jours de vacances à Noël en disant mais bon, je vais acheter l'iPad Pro, hein, parce que là j'ai vu arriver des applications, des choses vraiment intéressantes et que je peux faire vraiment en déplacement et qui sont quand même beaucoup plus simples à mettre en place que
qu'avec un Mac, parce que la tablette Wacom, tu peux pas trop la déplacer non plus, vu que c'est une 7 Ah, pouces avec c'est un clair. écran intégré. Donc voilà, il y a, encore une fois, c'est une nouvelle génération de produits qui vient d'arriver, il faut laisser le temps qu'elle s'installe, il y a du potentiel, mais pour le graphisme, pour les fonctions de création pure, il y a un vrai marché, oui, avant tout. Par Tout à contre, fait. pour la bureautique, je sais pas. Pour moi, est-ce que je vais taper mes articles sur l'iPad? J'ai quand même il y a quand même des, voilà, le dossier qu'on a écrit là dans iCreate, je l'ai écrit sur l'iPad Pro. Mhm. J'ai quand même quelques réflexes conditionnés depuis des années, mettre la main sur le trackpad pour pointer un point, justement pour avoir le pointeur. Donc d'un côté, c'est très agréable d'avoir le côté tactile, mais moi, il me manque aussi encore voilà, le système est encore limité et je pense on va voir arriver des nouvelles versions d'iOS qui permettront de le faire, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Pour Oui, la et puis ça va être productivité, compliqué de le vendre à des flottes de professionnels avec un clavier qui est juste en QWERTY, en tout cas en France, et puis un clavier d'ailleurs que tu as testé, Sébastien, hier sur ta chaîne YouTube au moment où on enregistre cette émission. Donc tu as l'iPad Pro et le Pencil, donc quel est ton ressenti après quelques semaines d'utilisation? Ben moi, j'ai trouvé la tablette vraiment que je voulais, quoi. Maintenant, il me manque des applications vraiment type pro, parce que si tu veux, quand j'ai commencé avec le Mac et que j'ai découvert les applications d'Apple, par exemple Final Cut, j'avais commencé avec iMovie, puis ensuite avec Final Cut, eh bien, j'ai pu commencer à bosser comme un pro, mais de manière conviviale. Parce qu'avant, j'étais sur PC, j'avais Sony Vegas, qui était pour moi, même en regardant des tutos, c'est de la folie. Et tu as vu ce que je fais maintenant dans mes vidéos, c'est un peu du bricolage, mais c'est quand même. C'est du bricolage de qualité quand même, hein. Faut dire ce qu'il y a. Et je pense que si j'avais un PC, j'aurais pas pu me lancer dans la créativité comme ça. Et c'est ce que j'attends avec l'iPad Pro et que j'attends vraiment les applications qui iront avec. Et j'espère aussi, c'est le problème qu'il y a eu, je trouve, c'est que ils n'ont pas fait un iOS 9 Pro. Ouais, il n'est pas super optimisé pour. Parce que, comme on dit, il y a pas, chez Microsoft, ils n'ont pas mis le meilleur des deux mondes. Ça veut dire que Windows 10 est meilleur en version bureau qu'en version tactile. Mais c'est vrai que là, ils auraient pu marquer le coup, Apple, et faire vraiment une version tactile, mais au top, quoi. Arriver, bam, ça va sûrement venir. C'est vrai qu'avec eux, il faut toujours attendre. Mais après, tu te souviens de ce que nous avait dit Jérôme Kainborg quand il est venu la fois dernière, où il disait que voilà, c'est peut-être aussi pour que les gens qui viennent de l'iPad Air, par exemple, au moment où ils vont réinstaller tout sur l'iPad Pro, que tout soit exactement comme ils avaient sur l'iPad Air et que l'optimisation viendra peut-être sur la génération suivante quand les gens se seront habitués à la taille de l'écran. Ben oui, mais c'est pas faux. Il faut pas oublier que c'est un iPad. On peut toujours le comparer avec un MacBook, mais c'est marqué iPad dessus, c'est pas marqué MacBook. Voilà, et comme le disait aussi Jérôme et quand il est venu également Olivier à l'instant, c'est vrai que pour les nouvelles générations, ils ont des habitudes au niveau informatique qui sont pas les mêmes que celles que nous on avait, c'est-à-dire qu'eux ils sont habitués à des écrans tactiles, ils savent pas ce que c'est le gestionnaire de fichiers. Voilà, exactement, et qu'au final cet usage-là, l'usage d'iOS correspond à leurs besoins. La seule chose, moi, quand même, que je comprends par rapport à ça, c'est qu'il n'y a quand même toujours pas le multi-compte. Alors, éventuellement, vous pouvez l'excuser, entre guillemets, sur les réponses, etc. Mais sur mesure pour ça, hein, pour expliquer pourquoi il n'y a pas de multi-compte dans iOS. Hein. Oui, on le sait, mais là, si tu veux, sur un iPad. La générosité, c'est la générosité. Ça commence à être un peu, parce que là, pour le coup, dans la mesure où ça s'appelle iPad Pro, donc tu vois, si tu as tes mails professionnels, etc., t'es généreux. Tes enfants sont dessus. T'es généreux pour toi, pour tes employés, pour Apple. Tu partages pas ton iPad Pro, malheureux. Ah. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu as raison, mais bien sûr. Et bon, c'est une vraie valeur ajoutée d'Android. Voilà, vu sa taille, c'est typiquement l'objet qu'on peut mettre sur la table du salon pour en faire vraiment une télé d'appoint. Donc là, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir partager. Oui, Mathieu. Et concernant le montage, je suis très fâché parce que j'ai pas vu Julien réagir. Je trouve que t'es dégueulasse, Seb. Je n'ai pas d'autre mot à dire parce que avec Movie Maker, tu fais de très beaux montages. Bah, j'ai commencé avec Movie Maker. Voilà. Hein, depuis, il est passé au Mac. Avec l'étoile, le cœur et tout. Et je voyais jamais ma copine de l'époque. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on passe avec Apple, on a beaucoup moins de problèmes, on peut passer beaucoup plus de temps avec. Puis quand elle touche l'iPhone, elle dit ah mais c'est super, mais c'est facile. Bon, bah c'est très bien pour conclure ce sujet iPad Pro. On va passer au tout dernier sujet pour faire le bilan de cette année 2015. C'est entendu la 4e version de l'Apple TV.
Donc on a appris au cours de cette année 2015 que il n'y aura jamais de télévision made by Apple, hein, comme Cédric Ingrand, ton camarade Olivier en rêvait. Mais par contre, entre-temps, donc Apple a lancé une 4e génération d'Apple TV, donc en même temps, c'est pas forcément inintéressant non plus d'adopter cette stratégie-là, puisqu'avec un boîtier qui est présenté, enfin qui existait déjà avant d'ailleurs, mais on peut le brancher sur n'importe quelle télévision du marché, donc au final, ça permet peut-être de toucher plus de gens. Alors après, c'est vrai que l'Apple TV, c'est toujours un sujet un petit peu plus compliqué à aborder chez nous en France, enfin un peu plus compliqué, un peu plus particulier dans la mesure où nous, on a les box, donc ça a un intérêt un peu moindre. Je peux demander à Sébastien. Voilà, Sébastien, c'est différent, mais je profite de ta présence, Olivier, justement, parce que moi, je me souviens d'avoir lu une de tes chroniques dans iCreate, c'était, je crois, juste avant la présentation de cette 4e génération, où donc tu espérais, visiblement, à travers cet article, que ça devienne un nouvel hub numérique, notamment en s'appuyant sur HomeKit, et je pense qu'on était nombreux à attendre ça. Malheureusement, HomeKit en 2015, Apple c'était sujet tabou. C'était une blague, ils te l'ont pas dit? On va parler, donc ça va peut-être venir en 2016, encore une fois, il va peut-être encore falloir attendre un peu. Mais c'est une fonction. T'es dit c'était un sketch, ils te l'ont pas dit. Ils se lancent dans le one-man show des fois chez Apple. Non, mais pour revenir à HomeKit, c'est pas encore une fois, c'est pas pour HomeKit que tu achètes l'Apple TV. L'Apple TV est une partie intégrante du HomeKit, mais on sait que, enfin, je suis pas non plus un spécialiste absolu du HomeKit, mais on a reçu quelques spécialistes des objets connectés, notamment les gens d'Etatmo ou encore les gens d'iOLF, dans l'émission récemment. Ils nous expliquaient que Apple a beaucoup hésité, a fait un pas en avant, un pas en arrière, encore une fois. Parce que c'est un système qui est très convivial, très simple pour configurer. Il faut rappeler ce que c'est HomeKit, hein, c'est permettre d'installer un objet connecté à la maison sans aucune configuration, quasiment. C'est-à-dire que vous avez je dois voir ça quelque part à la rédaction, mais je ne l'ai pas à portée de main. Vous avez un code qui est derrière le produit HomeKit. Il est détecté automatiquement en Bluetooth 4.0 Love Energy par l'iPhone. Vous rentrez le code et le produit est automatiquement jumelé. Donc c'est super, effectivement, c'est beaucoup plus simple à installer, pas besoin de se prendre la tête de configurer le réseau Wi-Fi, le code, le machin, le bidule, la synchronisation, et c'est très simple. Par contre, si vous éloignez un peu trop de l'objet en question, comme celle du Bluetooth, vous perdez la connexion et ça pose un vrai problème. Quand vous voulez piloter un thermostat et que vous n'êtes pas dans la pièce, ça pose problème. Donc Apple a réfléchi comment on fait. Donc là, ils sont en train d'y réfléchir et se dire, on va utiliser comme passerelle l'Apple TV qui permettrait donc de connecter ces objets sur Internet et partout serait le centre de communication de tous les objets connectés de la maison. Pourquoi pas? Et puis au passage, tu vends un produit en plus, c'est cadeau. Non, parce que tu n'achètes pas pour ça. Et encore faut-il que cet objet soit vraiment démocratisé, ce qui est loin le cas de l'Apple TV, notamment en France. Je sens que Julien a envie de réagir. Il y a les box en France. Julien, vas-y. Écoute, pour moi, c'est pas compliqué. L'Apple TV, c'est comme la Wii à son époque et comme l'a défini un copain à moi. La Wii, c'est comme la grippe. Tu vas chez un pote, tu l'attrapes, ça dure une semaine et puis c'est fini. L'Apple TV, là, c'est la même chose. Ils ont sorti un produit. Moi, j'ai vu la vidéo, je me disais, c'est chouette et tout, génial. Heureusement, je ne sais pas, les dieux étaient avec moi et m'ont empêché de l'acheter et je regrette pas. Parce que il y a marqué Windows. Non, mais c'est très sympathique, mais honnêtement, c'est franchement l'objet. On va l'utiliser 2 fois, on va quasiment pas l'utiliser parce que oui, on a les box en France. Ça m'apporte pas les plus-values 4K. Et quant à ce qui est de la partie jeux vidéo, les chiffres de vente de la PS4 sont là pour le confirmer. Enfin, une console, c'est une console. Et c'est quand même autre chose. C'est capable de faire des choses que ne feront pas l'Apple TV. Donc moi, cet objet-là, c'est sympathique en soi, mais c'est vrai qu'en France, j'en vois pas du tout l'utilité. Ouais. Alors justement, c'est bien que tu dises ça. Faut pas oublier non plus que pour Apple, le marché français c'est quand même un marché un peu microscopique, et qu'ils font pas l'Apple TV pour le marché français. Faut voir quand même les marchés, les ventes au niveau mondial. Enfin, microscopique, je suis peut-être un peu sévère quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, sur le marché français, on trouve une alternative qui te plaît beaucoup, Julien, et
enfin, qui est le coup de cœur de Mathieu, coup de cœur intersidéral, je dirais, et puis maintenant apparemment de Sébastien aussi, cette fameuse Shield Android TV, Nvidia Shield Android TV, qui effectivement Bravo Seb. coûte un tout petit peu moins cher, enfin gère à la 4K sur Netflix, dispose d'un catalogue de jeux vidéo à la richesse narrative quand même plus importante que les jeux de casual d'iOS. Donc c'est vrai que pour la vendre en France, ça va être un petit peu compliqué, d'autant que effectivement, pour l'instant, en tout cas, les chaînes françaises ne jouent pas le jeu, puisque les seules chaînes qu'on trouve, pour le coup, c'est celle de l'Olympique de Marseille, yes, et Yes. celle du groupe BFM. Alors peut-être qu'ils y viendront, hein, les autres, mais alors qu'en l'occurrence, on trouve MyCanal ou Plus sur un Google Chromecast à 39 €, donc ça va être un petit peu compliqué, je pense, quand même, pour la vendre en France. Hein. Pour l'Olympique de Marseille, Olivier, il était pas Mais par contre, je pense que ça va être dur aussi de le vendre en France. Oui. Non, mais ça, parce produit que- pour geek, Parce que ça c'est un truc pour geek. T'as raison. On est d'accord, je suis Non, d'accord mais c'est un avec truc pour geek. Voilà. C'est un livré super avec- produit. Un produit C'est pour livré geek. avec une manette. Donc Tu ne vas pas chez Carrefour, quoi, ce produit-là. Même Non. là, il y a encore la Fnac, je ne sais même pas, quoi. Tu demandes à. L'Apple TV, d'abord, c'est vrai, tu as raison. D'Apple TV, il y a TV, on s'attend de voir des chaînes de télé. Bon, ça, c'est le choix d'Apple de ne pas draguer suffisamment les chaînes télé en France. Et ils aiment bien se faire draguer en France. Et surtout si Apple paye le développement, pour rien vous cacher. Olivier, juste un mot. Est-ce que tu as des nouvelles sur le service Molotov qui devait arriver là très peu? Parce que je me suis inscrit, j'attends toujours. Mais Pareil, t'as des- j'attends, mais ça Et devrait tu- plus tarder. Voilà. tu peux resituer le service rapidement? Ce serait peut-être ça la C'est réponse. c'est un Netflix à la française, ni plus ni moins, hein, qui permettrait un système de VOD qui permettrait de mutualiser des contenus en replay de plein de chaînes, pas de toutes les chaînes françaises et pas simplement d'être obligé de se connecter sur le replay de Plus pour France Télévisions, de TF1 Vision pour TF1 ou MyCanal. Ouais, tu veux dire qu'en ça va fait, tout. c'est le concept de Maïtéliland, en fait, c'est ça. Ah, pardon. C'est un peu ça, sauf que Canal n'a pas signé. Voilà, c'est la seule chaîne qui n'a pas signé. On imagine bien pourquoi, parce que leurs contenus sont payants. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ce service, il y a quelqu'un qui est assez connu en milieu, qui s'appelle Pierre Lescure, quand même, qui est l'un des anciens grands patrons de Canal+ et cofondateur, et je pense qu'il a une vision des choses en termes de contenu qui me sont intéressantes. Il ne s'agit pas simplement de proposer des services, une belle technologie, mais le contenu, la valeur ajoutée du contenu est importante. Ça compte. Vous êtes bien passé pour le savoir, quand on fait un podcast, quand on fait un journal, quand on fait un magazine, ce qui est important, c'est certes d'être là, mais aussi proposer un contenu de qualité. Après la techno, ça peut être beau, mais ce qui n'est pas intéressant dedans, voilà. Bref. Pour revenir à l'Apple TV, il y a eu quand même il s'est passé presque 5 ans, même plus, 6 ans sans réelle nouveauté, à part quelques mises à jour de ci, de là, une refonte de la charte graphique, mais vraiment minimaliste, une mise à plat, dirons-nous. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour justifier qu'en 6 ans, il a fallu 6 ans à Apple pour créer un App Store, quasiment, alors que je me souviens d'être sorti de la conférence de Steve Jobs lorsqu'il avait présenté le dernier Apple TV sous forme d'un boîtier, en disant, bon, c'est bon, ils vont sortir il y a iOS dans l'Apple TV, ils vont sortir un App Store, c'est évident. Et puis rien n'est arrivé. Nous, on avait des infos croisées à multiples reprises entre Cédric, des fabricants de composants, notamment LG. On a reçu l'ancien patron d'LG qui nous l'avait confirmé, que LG fournissait des dalles à Apple pour sa télé. Le proto, il tournait, il était dans les labos, mais il n'est pas sorti. On a discuté avec des constructeurs de téléviseurs qui nous expliquent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marché premium de la télévision. En gros, Apple ne peut pas pratiquer les prix qu'ils le font aujourd'hui sur le marché de la télé. C'est très compliqué. Donc, Apple et Tim Cook a certainement eu peur de faire ce pari-là, qui n'est pas forcément un pari qu'ils ne referont pas plus tard. Donc, est-ce que cet Apple TV est je dirais, un pis-aller et un plan de retrait? Certainement. Ce qui explique le design un peu bizarre de ce produit, qui est juste un produit qui gagne en épaisseur, alors qu'il y a vraiment une obsession de la finesse chez les designers d'Apple, et là on se retrouve avec un Apple qui est doublé de volume. Moi je comprends pas pourquoi, même s'il est plus puissant, on peut trouver des solutions quand même, changer le design. Regarde, montrer le produit de Nvidia, on peut trouver des choses intéressantes à faire en matière de design. Passons. Par contre, la télécommande, il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Et là on se demande si tout le savoir-faire de cette télé, elle n'a pas été intégré dans la télécommande et dans l'interface. Et c'est bien plus qu'une Apple TV. C'est une console de jeu, mais pas une console de jeu de salon. Faut arrêter, c'est une console de jeu casual, c'est pas du oui, hein. L'idée, c'est de proposer à quelqu'un qui joue sur un iPhone de continuer à jouer sur sa télé.
Et alors encore une fois, moi je suis pas le mieux placé pour le faire, donc je l'ai mis entre les mains de ma fille, qui aime beaucoup jouer sur son iPad et malheureusement sur mon iPhone. Et, tout de suite, elle est passée à l'Apple TV. Pourquoi? Parce que sur la télé, c'est plus grand, tout simplement. Et d'avoir un écran plus grand, c'est un avantage. C'est valable pour l'iPhone, c'est valable aussi pour la télé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils font en sorte que ne fût-ce qu'1% des utilisateurs d'iPhone s'achètent une Apple TV, je crois qu'ils ont vite rattrapé Sony et autres Microsoft avec leur Xbox et leur PlayStation. Par contre, c'est pas les mêmes usages. Par contre, c'est pas les mêmes objectifs. On va pas faire des jeux avec un réalisme comme on arrive à faire aujourd'hui en HD sur une PlayStation ou une Xbox. C'est pas du tout ça. Voilà. Et encore une fois, c'est un produit hybride qui propose aussi de la télévision, de la VOD, Netflix. Mais ça, c'est vrai que les box remplissent déjà pas mal cette fonction-là. Je n'espère pas de voir arriver des applications françaises. Il faudrait qu'Apple se bouge un petit peu c'est sûr le que croupion là-dessus et démarche les chaînes télé. Le problème des chaînes de télé françaises, pour conclure là-dessus, je ne serai pas plus long, c'est que les chaînes de télé en France, les services de VOD, avec les box, ces services-là sont payants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez je sais pas moi, Plus ou MyTF1 sur ou les services de replay de différentes chaînes sur la Freebox, sur l'iBox ou sur SFR, les opérateurs Internet payent pour avoir ces fonctions-là. Exactement. Ça veut dire que si tu fais une application qui fait la même chose sur l'Apple TV, tu offres cette fonction gratuite et tu te perds une manne financière. Je pense pas que demain les gens du jour au lendemain arrêtent de s'équiper de leur box pour basculer sur l'Apple TV. Mais encore une fois, c'est certainement quelque chose qui a fait peur aux responsables marketing, notamment des grandes chaînes de télé. Mais je pense pas que ça fasse peur à ceux qui réfléchissent encore une fois à l'éditorial ou qui font les contenus, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il peut y avoir une vraie valeur ajoutée en matière d'interface que ne peuvent pas proposer une box, que les interfaces des box, on peut dire tout ce qu'on veut, on est très loin de ce que fait l'Apple TV aujourd'hui. Pour conclure, aujourd'hui l'Apple TV s'adresse à qui? Et s'adresse avant tout à des gens qui sont déjà dans l'écosystème Apple, qui ont déjà un iPhone et qui ont besoin effectivement de commencer un jeu sur l'iPhone, de le finir sur la télé, et qui regardent MyCanal sur leur iPad et sur l'iPhone et qui le balancent en AirPlay sur l'Apple TV. Donc pour moi, j'étais assez déçu quand je l'ai vu, et au contraire, au fil des jours et au fil des semaines, je suis agréablement surpris par ce produit. Et surtout, on s'aperçoit qu'il il se passe quelque chose en termes d'écosystème. Je crois qu'il y a 3500 applications qui ont été développées. Ça montre qu'Apple, sur son nom, est capable vraiment de fédérer des énergies de beaucoup de développeurs d'applications. Et c'est important pour s'imposer contrairement sur ce marché. Et ce sera plus difficile pour Nvidia, même s'ils sont avec Google. Voilà. Et je pense qu'il y a un potentiel réel. La seule chose que je ne comprends pas et qui est son principal défaut, on peut tout dire sur l'Apple TV, c'est son prix, encore une fois. Voilà, 179 €, c'est pas un prix psychologique pour la France. Et encore une fois, Apple a basé ce prix par rapport au prix américain qui est 149 ou 159 $, j'ai plus le prix en tête. Là où on arrive à un prix psychologique, mais 179 €, il faudrait qu'il soit à 159 € en France, 149 €. Et parce qu'en plus, il y a la concurrence des box. Et encore une fois, on voit l'inadéquation entre et le manque de retour, je dirais, de marché, de proximité qu'il peut y avoir dans les prises de décision d'Apple. Les décisions sont prises à Cupertino, un peu dans une tour d'ivoire, et les filiales sont obligées de suivre et essayer de vendre. Débrouillez-vous, c'est votre problème. Voilà. Et ben non, avant ça se passait pas comme ça. Avant, les filiales avaient leur mot à dire en leur disant voilà, vous voulez vendre votre produit en France, il faut faire ça. Et généralement, ils écoutaient leurs filiales. C'est plus le cas aujourd'hui. Tu as été tellement complet sur ce sujet qu'on va rien avoir à rajouter. Là, pour le coup, il n'y a rien d'autre de plus à en dire. Juste un petit mot de la fin pour Sébastien. C'est vrai que toi, en plus, l'Apple TV, donc en Suisse, c'est différent parce que vous n'avez pas le même. Le free là-bas. Surtout la box de free. Et puis, juste pour faire une petite référence à une vidéo que tu avais fait il n'y a pas très longtemps, c'est d'ailleurs été un de tes coups de cœur dans une de nos précédentes émissions, c'est que ça te permet de jouer à Guitar Hero en plus sur ta télé. Donc Et je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que comme il l'a dit, c'est vrai que c'est vraiment pour les utilisateurs d'iOS, et franchement, testez la télécommande, testez-la dans Netflix, testez l'interface, et vous allez voir, il n'y a rien de comparable. Franchement et sérieusement. Et encore une chose, elle gère l'HDMI CEC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Tu sais, Olivier, il sait. Donc, si ta télé est compatible, si ton lecteur Blu-ray, si ton home cinéma est compatible CEC, quand tu vas démarrer ton Apple TV en cliquant sur la télécommande, ça va allumer tous tes périphériques.
savez, ça va allumer ta télé, ça va allumer ton home cinéma. Ou la mettre Donc en chez moi, voilà, quand tu vas la mettre à veille, ça va tout éteindre. Ça, Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc vraiment cool. Bon, il y a aussi sur la Nvidia Shield, mais c'est vrai que ça apporte un plus. Ça veut dire quand tu allumes, tac, il y a tout qui est presque sur une vraie Apple TV, quoi. La D'accord. Freebox aussi, hein. La Freebox aussi, elle est CEC. Oui. Ah oui, Freebox. Mais l'interface, elle est bien de cette Freebox. Franchement, On va pas partir là-dessus parce que là on a vraiment plus le temps. Juste pour conclure cette émission, on va dire Olivier que voilà aujourd'hui, enfin au cours de cette année 2015, il y a eu beaucoup, je l'ai dit au tout début, de nouveaux produits, même un nouveau service en l'occurrence Apple Music qui ont été présentés. Donc des produits donc pour qui c'était l'an 1. On sait que chez Apple, il faut toujours attendre l'an 2, voire l'an 3. Donc, on peut dire en conclusion que finalement, l'année 2016 l'année 2017 risquent encore d'être très très intéressantes à suivre dans cet écosystème Apple, Olivier. On a rarement eu une année aussi riche en termes de lancement de produits chez Apple. Hein. C'est clair. Voilà, en moyenne, il y avait juste quelques mises à jour et un lancement majeur par an qui était l'iPhone et l'iPad. Là, on a eu beaucoup de nouveautés. L'an 1, c'est surtout valable pour l'Apple Watch. Je pense peut-être pour le MacBook, mais enfin les fondamentaux sont là. L'iPad Pro, il est quand même super puissant. Hein. Ce qu'il faut vraiment améliorer, c'est le système d'exploitation. Donc ça, c'est une mise à jour. Donc, la personne qui achète aujourd'hui un iPad Pro va pas se dire non, je vais pas acheter la première version. Il n'y a pas ce problème-là. Apple TV, il n'y a pas ce problème-là non plus. Il s'est passé tellement de temps entre l'Apple TV et c'est clair. Par contre, il faut attendre qu'un écosystème se développe et que les développeurs réfléchissent à des usages différents de ce qu'on peut s'imaginer et des fonctions qu'on peut avoir sur la télé. Hein. Et là, encore une fois, c'est ce qui a fait le succès de l'iPhone, c'est Apple, bien sûr, mais c'est tous les développeurs qui ont inventé Shazam, qui ont inventé plein de choses auxquelles on n'aurait jamais pensé à avoir sur son téléphone. Et je sens qu'il y a un vrai engouement de ce côté-là. Et pas simplement des jeux, et pas simplement, même si les jeux, ils ont vraiment une carte à jouer, parce que le prix des jeux, contrairement à la Xbox ou la PlayStation, payer un jeu 1 €, 4 €, voire gratuit, c'est quand même très agréable. Et il y a certains gameplays qui sont vraiment intéressants, je trouve, sur iOS, que l'on ne retrouve pas sur une console de jeu. On va pas en parler tout de suite. On y reviendra. Bon, bref, on va conclure donc cette émission. Avant donc, que je repasse vers chacun de vous, je vais remercier, comme on le fait à chaque fois, la petite équipe graphique qui est autour de nous, avec Stéphane pour les bannières. Également Valentin et Thomas pour les logos, l'identité visuelle, et puis notre ami Happy Nico qui nous fait des miniatures pour YouTube et qui va avoir un rôle de plus en plus important à jouer sur notre chaîne YouTube, mais ça c'est en interne, donc ça reste entre nous. Je voudrais également remercier évidemment Olivier de nous avoir accompagnés pendant cette émission. On t'a dit tout à l'heure la fierté qui était la nôtre de t'accueillir, donc merci d'avoir pris autant de temps pour nous. C'est un plaisir. Et donc, du coup, je vais pas déjeuner aujourd'hui à cause de vous, mais c'est pas grave. Et pour ceux qui éventuellement vivraient sur une autre planète et ne seraient donc pas au courant, donc tu es journaliste pour iCreate et tu présentes également donc podcast On refait le Mac tous les vendredis sur Dailymotion et puis après également sur Mac-Land. Donc vendredi, classement de produits, tout à fait. Vendredi, vous allez parler de quoi dans On refait le Mac? On va enregistrer l'émission mercredi, donc demain, et on va recevoir le patron de Devialet. Oh, Quentin Sagnier? Oui, qui sera en duplex de Las Vegas si tout va bien, et on va faire à la fois un point sur la French Tech, sur Devialet, sur Devialet et Apple. On sait que le Phantom a été dans les Apple Store maintenant, à être distribué aux États-Unis dans les Apple Store. Donc il va revenir un petit peu sur les coulisses de cet accord-là, et puis on va parler un petit peu de Las Vegas via son intermédiaire, puisqu'il sera là-bas. En tout cas, j'ai hâte. Et donc, dans On refait le Mac, il y a également celui que tu appelles le Benjamin, Paul Ronny, que je salue parce qu'en fait, McCoffee Talk, pardon, son blog va évoluer. Donc, je vous invite à aller suivre ça. C'est très bien fait. De très grande qualité qui va prendre de l'ampleur vraisemblablement dans les semaines et les mois à venir. Et puis, il a eu cette phrase très juste dans le dernier On refait le Mac qui est toujours importante de souligner. C'est que
chaque dollar qu'Apple investit est remboursé dans la seconde, donc ça montre bien que ça se passe plutôt bien du côté de chez Apple. Merci également donc à le reste de l'équipe. Donc Mathieu, on te retrouve sur Watch TV un lundi sur deux dans Mag et un vendredi sur deux, pardon. Alors à chaque fois c'est de 20h à 21h donc dans le studio mobile. Et puis au-delà du fait qu'il y a un nouvel habitant chez toi, il y a également un nouveau projet. T'en plein dans les naissances en ce moment. Donc parle-nous un petit peu de ce nouveau projet. Exactement, je suis en train de me relancer. Alors après une aventure sur Android MT que j'ai dû arrêter, non pas parce qu'on s'était pris la tête, c'est juste parce que j'ai un enfant et que le temps. Pas chez, je rassure-nous. Voilà, non, pas du tout bâché. En plus, vu la pub que je leur ai fait là, je peux te dire le placement de produit là pendant l'épisode. Non, j'ai un enfant, donc je vais essayer de regérer mon temps le mieux que je peux. J'ai envie de continuer dans la tech. À l'école des Fanboys, il n'y a pas de raison que ça bouge. Et puis voilà, une petite chaîne YouTube. Restez connectés, à découvrir sur YouTube. Je vais y aller doucement. C'est un peu une renaissance pour moi. Il va falloir tout reprendre à zéro. Je vais y aller pas à pas. J'espère avoir un peu de soutien. Tu vas Final Cut du coup. Hein. Et sur Restez connectés, la première vidéo qui est disponible depuis cette nuit. Moi ce matin, en prenant mon petit déj et qui sera ce soir sur mightygang.net d'ailleurs. Donc c'est prometteur. C'est prometteur, mais c'est très expérimental. Donc voilà. Sinon, juste pour finir, par rapport à l'émission, malgré ce lobbying puissant d'Apple pendant toute l'émission, j'ai quand même, je suis très très fier d'avoir fait ce podcast avec Olivier. J'espérais le chemin inverse, c'est-à-dire que j'aille chez On refait le Mac un jour, jouer le trouble fête. J'ai bientôt prendre ma retraite, hein, t'inquiète pas. La place va être à prendre. Non, il faudra que tu m'invites avant, c'est pas grave. Moi, c'est vraiment vivre cette aventure parce que c'est vrai qu'on refait le Mac, je le suis depuis des années, malgré que mon cœur est plus porté sur Google et Android. C'est vraiment le podcast numéro 1 pour moi aussi en France, c'est de référence. Et franchement, ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui ne suivent pas, moi, je comprends pas. Donc, juste un seul mot. Merci Olivier, merci de m'avoir fait vivre ce moment super sympa. Ça fait des années que j'en rêve. Voilà, arrêtez, c'est trop là. Je pense qu'effectivement là on est tous les quatre en train de réaliser un rêve là, depuis 1h30. On va également dire merci à celui qui va avoir un petit peu de travail tout à l'heure de cette émission, notre ami Julien. Bon Julien, je pense que toi aussi t'as bien kiffé là pendant 1h30. Ouais, et puis comme d'hab on a su tenir les délais donc c'est bien. C'est bien. Bon, ça va. Ok. Non, mais la prochaine fois, vous inviterez Rodrigo, vous ferez 3 heures. Oui, bon. Ouais, vraiment un grand merci à Olivier quand même parce que voilà, on se doute qu'il est très pris au niveau temps. Ouais, moi aussi j'ai un petit bébé, donc c'est compliqué. Mais là, on est en plein bouclage du magazine, donc vraiment c'est sur un pause déjeuner, mais c'était un grand plaisir. Merci. Longue vie à l'école des fanboys. Longue vie, c'est une belle initiative et il faut les encourager. Il faut montrer qu'il y a d'autres. Voilà, quand on n'a pas la chance d'appartenir à un média, on peut quasiment le créer soi-même et c'est très bien comme ça. Et on se considère vraiment, je pense que juste pour dire, si vous êtes d'accord avec moi, on est vraiment le podcast, j'ai envie de dire ami, on se sent très très proche de On fait le Mac, je pense. Vraiment. Bon, on essaiera de faire certains codes, hein, faut dire quand quelque chose fonctionne. Faudra faire un versus. Voilà. Ouais. On va faire une parodie des codes des Flyboy, on va essayer de faire ça. Je sais pas, on va voir. C'est sympa, ça. Et donc Julien, écoute, alors beaucoup de travail cette semaine puisque dans quelques jours on va également enregistrer la 3e partie de cet épisode 10 qui sera le bilan spécial Microsoft et donc c'est vite fait. Hein. Non, là ça a été une très bonne année avec beaucoup de produits. Effectivement, on aura l'occasion d'en parler très prochainement, ça sera à suivre aussi. Et puis évidemment, on va dire au revoir à notre ami Sébastien. La prochaine vidéo sur ta chaîne Mister Perry, ça va peut-être pas tout de suite puisque tu en as mis une en ligne hier soir, c'était le Smart Keyboard. Tu sais déjà ce que tu vas présenter la prochaine fois ou pas encore? Ça va être Apple TV comparé un peu avec cette bête là, voilà. Ah, ça va être sympa ça aussi, tiens. Voilà, et puis il va acheter le MacBook, je suis sûr. Et puis un grand merci à Olivier, c'était un grand moment, merci. Un plaisir, comme vous voulez. Au bout de conclusion. Et merci de m'avoir invité, Teddy.
Ben, non mais écoute, t'as tout le plaisir. Et pour moi, tu sais que quand j'ai lancé Mighty Dylan il y a 2 ans et demi, la toute première vidéo que j'ai relayée, c'était un numéro dont on refait le max, c'était un live à l'occasion où avait été présenté l'iPhone 5, pardon, à l'époque, c'était en On 2008. avait fait un carton, monsieur. On avait fait un carton. Ouais. Et donc, L'année du décollage. voilà, Avec Mighty Dylan. c'est vraiment un plaisir de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Moi, vous pouvez me retrouver sur Watch TV pour une émission qui également consacrée à l'univers Apple et qui est iWeek, qui est tous les mardis de 20h à 21h. Et puis donc sur MyTV, vous retrouvez entre autres, on refait le Mac, entre autres les vidéos de Rester Connecté et de Mister Perrier. Et puis voilà, je vous donne également rendez-vous très prochainement, comme je l'ai dit, pour le troisième volet qui sera consacré à Microsoft. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous, bye bye, et encore merci Olivier. Bye. Bye bye. Bye.